Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 282 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la suite de nos bilans, évidemment, avec les New Orleans Pelicans. Aujourd'hui, bilan des Pelicans 2024 avec Azad du NBA Dreamcast Show et de QI Basket, évidemment. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan 2024. Aujourd'hui, les New Orleans Pelicans avec quelqu'un que vous connaissez très bien puisque c'est Azad. Comment vas-tu, Azad ? Eh ben, super. Je suis content de faire les Pelicans. C'est une équipe qui a été plus facile à préparer que les Wizards. Je sais même plus qui on a fait déjà, mais je crois que les Wizards, ouais, j'avais eu un peu plus de mal à la préparation. Là, j'avoue, les Pelicans, j'ai pas eu trop de mal à trouver les stats. Et bon, pour le coup, c'est une des équipes que j'ai le plus vu cette année en plus. Puis on a déjà pas mal parlé dans l'hebdo. Donc ouais, non, assez content de faire cet épisode. Je me suis un peu planté dans l'intro, je voulais dire Azad qui se fait passer pour un fan de Boston juste pour pouvoir poster sur le trèfle, mais qui en fait n'a plus d'équipe, hein, puisque toutes tes équipes préférées maintenant c'est Orlando, c'est les Pelicans, c'est les Wizards apparemment, tu m'as demandé de faire les Wizards aussi. tu deviens un mercenaire alors. Oh non, je resterai toujours fan des Celtics, mais j'aime bien... Les Celtics, ils gagnent. Donc je trouve ça un peu nul de supporter des équipes qui gagnent. Je préfère... Alors ça, c'est l'arrogance la plus rapide acquise de l'histoire. Les Celtics, ils gagnent, ça fait quand même 8 ans qu'on se tape des ouais, mais on gagnera jamais. Et là, d'un coup, c'est les Celtics, ils gagnent, c'est chiant. D'accord, ok. Ah bah c'est trop facile, on est en plus favoris pour la saison prochaine. Mais non, je trouve qu'il y a des équipes qui sont plus chouettes que d'autres à suivre, et les Pelicans en font partie. À l'ouest, ouais, j'aime bien Memphis aussi, forcément. Et puis à l'est, les chouchous, ouais, ça reste les Hawks quand même, et Orlando. Voilà. Favori pour l'an prochain, tu dis, ouais. Alors que déjà vous auriez pas dû gagner le titre 2024. Mais tu sais quand est-ce que c'était le dernier back-to-back ? Le dernier back-to-back de... champion NBA. Bah c'est 2017-2018. Ouais, mais alors d'une vraie équipe, pas d'une fausse équipe construite sur une anomalie du salary cap. Donc Miami Heat, ça marche pas non plus ? Ah si, mais ouais, c'est vrai qu'il y a Miami. Ouais, c'est vrai. Miami. Non, mais attends, c'est pas pareil. Miami, bon, mais ils ont viré tout le monde du salary cap, ils ont pris 3 stars. C'est pas pareil que le coup des Warriors qui avait déjà une équipe blindée. Oh, comme par hasard, le salary cap augmente de 30 millions cette année, donc on peut mettre Durant. Mais non, c'est vrai. Non, mais il y a ce truc aussi de l'homogénéité. Il y a de plus en plus de champions différents. Bref, on dirait que déjà Azad donc de Boston apparemment toujours. Hein, en tout cas, c'est la posture officielle. Donc sur le trèfle, sur QI Basket et aussi. Bien sûr, moment promo sur le NBA Dreamcast Show, c'est ça ? Ouais, le Dreamcast Show. Je sais que t'adores répéter le NBA Dreamcast Show, mais du coup, c'est le Dreamcast Show. Et ouais, on a lancé la chaîne YouTube avec Baptiste il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je crois. Et on essaye de faire un peu du contenu vidéo. On est un peu au balbutiement encore, donc voilà, il y a pas mal de progrès à faire, mais voilà, on tente des trucs et on se marre bien. Et c'est cool YouTube pour avoir les commentaires. C'est vrai que j'ai remarqué ça même en faisant ça avec le trèfle. Du coup, on a un peu plus de retours, je trouve, que sur Twitter au final. Donc c'est pas mal, c'est plutôt chouette. En effet. Donc voilà, Azad qui est partout, Azad qui va tenter donc de piquer le podcast de Baptiste. Suivez ça dans les prochains mois. Ne vous étonnez pas si Baptiste est viré. Donc le programme du jour, le bilan 2024, équipe par équipe, vous connaissez ce format. Donc aujourd'hui les Pelicans avec notre format des stats de la saison. Hein, c'est un peu ça le format. Avec donc 10 stats à présenter, 5 chacun, soit des stats intéressantes, soit des stats un peu qui nous servent de prétexte, hein, oui, parce que les chiffres, parfois c'est un peu un prétexte pour parler de jeu, évidemment, c'est ça le but, donc parler de plein de petits sujets pour les Pelicans. Donc aujourd'hui, une équipe qu'on aime bien, une équipe dont on a beaucoup discuté d'ailleurs dans l'hebdo cette année, une équipe, je sais pas si c'était avec toi ou si c'était avec Baptiste, où on avait fait un point, je crois que c'était avec toi, non, qu'on avait fait un point assez développé déjà en mois de mars, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Il y a même des vidéos. Ouais. Pelicans, on avait fait un focus sur Pelicans et Ingram, en fait, je crois. Oui, je crois qu'il y avait, oui, sur le passing d'Ingram aussi. Ouais, c'est ça. Effectivement. On a aussi parlé bref, on va reparler de tous ces sujets un peu en mode bilan. Donc allons-y, sans plus tarder. Si tu veux bien, quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour ces Pelicans 2024? Eh ben, c'est une stat, peut-être même pour parler plus d'un sujet théorique, mais en fait, c'est la 2e année de suite que c'est la meilleure équipe à défendre le 3 points en pourcentage.
C'est la deuxième année de suite que c'est l'équipe qui concède, en tout cas, le plus bas pourcentage à 3 points des adversaires. Ce qui est assez étonnant parce que, théoriquement, en tout cas, on a toujours eu il y a un peu la théorie de tu peux pas vraiment influer sur la qualité, tu peux influer sur la qualité des 3 points des adversaires, mais pas vraiment sur le pourcentage à 3 points, parce que la majorité des tirs à 3 points sont dans tous les cas pris quand ils sont ouverts. Mais là, ça fait 2 années de suite qui sont, là, l'année dernière, ils étaient premiers, cette année, ils sont deuxièmes, et ils sont très bons, du coup, apparemment, à faire descendre la réussite à 3 points. Par contre, ils en encaissent beaucoup. C'est-à-dire même s'il y a un mauvais pourcentage adversaire sur les 3 points contre les Pelicans, c'est par contre une des équipes qui reçoit le plus gros volume de 3 points. Et du coup, je me demande à quel point c'est une anomalie statistique sur 2 années d'affilée, ou alors s'ils arrivent vraiment à laisser des 3 points, mais en les contestant. Et je trouve que ça correspond bien un peu à toute l'idée de cette défense, qui est dans tous les cas un petit peu spéciale, dans le sens où c'est la 8e meilleure défense de NBA. Enfin, c'était la 8e meilleure défense de NBA la saison dernière, alors que ils ont pas ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les bonnes défenses, qui est un protecteur de cercle. Ils ont pas de protecteur de cercle primaire, entre guillemets, avec Valanciunas ou Larry Nance Jr. Et pourtant, comme on avait dit durant l'hebdo, c'est la 8e défense, et ils le réussissent en fait par une certaine agressivité du coup, et c'est la 6e équipe qui provoque le plus de turnover. Mais du coup, t'as un peu ce truc-là de, est-ce que c'est par leurs extérieurs, en réalité, qu'ils arrivent à du coup faire descendre la réussite à 3 points et augmenter aussi le nombre de turnovers. Et je me demande à quel point cette réussite à 3 points qu'ils laissent aux adversaires, c'est un hasard statistique que ce soit 2 années d'affilée, ou alors est-ce qu'il y a une vraie influence là-dessus. Et du coup, je voulais avoir un peu ton avis sur ça, vu que t'es plutôt calé au niveau statistique. Donc voilà. D'entrée de jeu, on commence avec un sujet qui pourrait nous faire 2 heures de théorique, hein, on est d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet très très particulier, sachant que de base, je pense que beaucoup de fans qui connaissent pas trop tout ce qui est tactique, etc., ou même les stats, vont dire que bah oui, on peut contrôler à quel point on défend bien les 3 points. Il y a un peu cette idée très générale. Après, c'est vrai qu'il y a un autre aspect où quand on connaît un peu plus, on sait que en fait, il y a un aspect assez aléatoire, pardon. Et d'ailleurs, tu regardais les 3 points grands ouverts, donc les 3 points où le défenseur est à plus de 6 pieds du shooter. Bon, bah les Pelicans concèdent entre guillemets une efficacité qui est assez grande, quoi. Donc finalement, voilà, c'est en fait toute la conversation est un peu compliquée parce que de base, on pourrait dire bon, ben les 3 points, ça reste une partie assez aléatoire et donc on peut assez mal contrôler un peu ça. Mais de l'autre côté, il y a quand même pas mal d'éléments qui, voilà, tu prends un peu le classement des meilleures efficacités à 3 points. Bon, ben t'as quand même une corrélation qui est assez grande entre les bonnes équipes et celles qui autorisent entre guillemets un mauvais pourcentage à 3 points et des mauvaises équipes de type Washington, de type voilà, des trucs comme ça qui en fait voilà, tu vois aussi que bah, eux leur efficacité à 3 points autorisée, elle est très bonne, quoi. Donc c'est pas bien pour eux, je veux dire. Donc il y a plein d'éléments en fait qui vont un peu dans les deux sens et je pense que la conversation elle doit être assez nuancée. Ça doit pas être, oui. C'est totalement un hasard, c'est pas totalement aléatoire, c'est pas totalement non plus à mettre au crédit de l'équipe parce que comme dit, il y a tout de même une part assez importante d'aléatoire. Mais voilà, c'est un peu entre les deux, sachant que le pourcentage défensif à 3 points, il est différent de l'attaque parce que l'attaque, bah, ton pourcentage, ce sont tes shooters. C'est qui est-ce que t'as en tant que shooter. Ouais. Et donc, bah, si t'as un effectif avec que des bons shooters, a priori, tu vas avoir un bon pourcentage à 3 points. Ou alors, à l'inverse, si t'as que des mauvais shooters, tu vas avoir un mauvais pourcentage à 3 points. Le truc avec la défense, c'est que tu dois affronter plein d'adversaires différents. T'affrontes littéralement les 300 joueurs NBA. Donc, c'est là-dessus où la moyenne, parfois, elle peut être sujette à beaucoup plus de variations, avec une partie aléatoire. Tu regardes aussi des trucs... Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer ça, tu vois. La fameuse saison 2021 où tout le monde a bien shooté. Pourquoi ? Bah parce que, tiens, il y avait personne dans les salles. Donc on sait aussi que la salle peut être aussi un facteur assez important, le côté public, le côté salle. Et d'ailleurs, un élément assez intéressant, à Boston, Boston a eu pendant plein d'années d'affilée une des meilleures défenses, entre guillemets défense, à 3 points en termes de pourcentage autorisé en défense. Sauf que c'était sur 2 coachs différents. C'était Brad Stevens, ok, mais il y avait quand même 1 ou 2 années qui restaient de Doc Rivers. Et donc tu te dis, ah ouais, mais
bah non, en fait, ça doit pas être totalement un côté tactique et un côté de Brad Stevens, parce qu'en plus, c'est pas que des schémas, parce que l'effectif d'abord a été mauvais avec Brad Stevens, ensuite a été bon. À l'époque de Rivers, il était bon, mais voilà, c'était aussi un coach différent, avec des schémas différents. Bref, donc il y a peut-être aussi un côté sale, un côté avantage un peu peut-être de la salle, on sait pas, c'est vraiment une boîte noire, on n'arrive pas trop à savoir. Mais de l'autre côté tout de même, et c'est un peu ton point, c'est de dire aussi que il y a un côté aléatoire, mais tout de même, on remarque une certaine corrélation de certaines escouades défensives d'élite de périmètre qui arrivent mine de rien à affecter ça, et pas tant sur le côté, sur un tir grand ouvert, t'y peux rien, et donc là tu peux avoir des variations aléatoires, purement aléatoires. Par contre, c'est vrai que quand t'as des Herb Jones, des Trey Murphy et des mecs comme ça qui volent un peu partout sur le terrain, t'arrives déjà à réduire le nombre de tirs grand ouvert, donc ça affecte le pourcentage à 3 points général, et puis même ça peut être des tirs beaucoup plus contestés avec un contest qui est efficace en fait. Ouais, c'est ça. Et puis tu rejoins aussi l'idée d'avoir un effectif qui était peut-être construit pour ça, et c'était un petit peu ta seule manière d'être une bonne défense. Parce que du coup, quand tu prends en compte que c'est l'équipe qui arrive à avoir, en tout cas par on sait pas quel miracle, le plus bas, en tout cas un des plus bas efficacités à 3 points chez les adversaires durant la saison, et qu'en plus de ça, c'est l'équipe qui laisse le plus gros volume de 3 points, tu as un peu ce truc-là donc, en réalité, ça explique peut-être aussi qu'il soit 8e défense. Et en fait, peut-être que être la 8e défense, c'est peut-être, il y a peut-être un peu de volatilité, et c'est pas une 8e défense, disons, implacable, mais c'est une 8e défense qui peut être dans le top 10 des défenses parce que justement, ça tombe aussi du bon côté à 3 points. Donc, à voir l'année prochaine ce que ça va donner. Mais je suis un peu inquiet de la défense l'année prochaine, parce que je me demande à quel point ils ont pas un peu un palier où ils peuvent pas vraiment aller plus haut défensivement, surtout sans protecteur d'arceau, et ils en ont toujours pas. Et la défense, ça va pas forcément s'améliorer l'année prochaine, et je pense que l'attaque non plus. Donc on parlera de l'attaque après, mais voilà, je voulais un peu parler de la défense. Et pas seulement parler des turnovers comme on l'avait déjà fait, bien que dans les stats de la saison, j'ai aussi le fait que finalement, malgré qu'ils provoquent beaucoup de pertes de balles, c'est pas forcément une équipe qui va énormément en transition et qui est très bonne en transition. Et je pense que ça c'est assez dommage, parce que pour une équipe qui a des schémas aussi agressifs en défense, pas un petit peu récupérer les fruits de leur récolte défensive en attaque, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, surtout qu'ils sont pas élites sur le demi-terrain non plus. Donc voilà. Mais là, je pars déjà sur une autre stat, donc vas-y si t'avais des trucs à ajouter encore sur la défense. Effectivement, je pense que pour essayer de résumer un peu plus clairement, il y a un peu cet aspect où il faut retenir que c'est ni totalement contrôlé par l'équipe, ni totalement du hasard. Voilà. Si je peux vous faire rapidement au niveau de l'efficacité à 3 points, parmi les meilleurs entre guillemets pourcentages autorisés cette année, on a Houston avec Ime Udoka qui a mis tout le monde à la page défensivement, et c'est que voilà, ils sont excellents en défense de périmètre maintenant avec l'activité, etc. Il y a les Pelicans, donc il y a Miami, on a Minnesota, on a Boston, on a Philadelphie, on a Milwaukee, oui, Denver, voilà. On a quand même beaucoup d'équipes d'élite. Et de l'autre côté, parmi les pires efficacités à 3 points, on a Utah, on a Sacramento, Atlanta, donc Atlanta, Sacramento, pas des équipes cata, mais des très mauvaises défenses, Charlotte, Toronto, San Antonio, bref, voilà. On remarque quand même tout de même une corrélation entre le niveau de jeu et le pourcentage à 3 points concédé, donc c'est pas totalement du hasard, et à mon avis, l'explication, elle se trouve dans le fait que il y a une part de hasard, mais il y a aussi une part de ton effectif contrôle d'une certaine manière peut-être la qualité des tirs et la qualité des contests, et ça peut avoir une influence, mais voilà, on est ni tout blanc tout noir, ni 100% hasard, ni 100% oui, c'est une performance accréditée à l'équipe. Non, je pense qu'on est un peu entre les deux, mais voilà, je pense qu'on est, en tout cas moi j'ai un peu évolué sur le sujet, parce que pendant longtemps j'étais assez c'est un peu le hasard. Au fur et à mesure, on voit quand même cette corrélation entre mine de rien, le lien entre bonne défense de périmètre et pourcentage à 3 points se voit. Donc voilà, il y a peut-être un truc pour de vrai. Et moi, alors j'avais une stat aussi là-dessus, si tu me permets d'enchaîner. Moi j'avais 27 et 2 parce que c'était l'efficacité en défense au panier et à 3 points, et à mon avis les deux sont liés. C'est bon parce qu'il faut parler de la défense en général, hein. C'est pas, tout n'existe pas un peu individuellement,
Mais donc 27e sur 30 efficacité défensive au panier, ce qui est très mauvais, et deuxième au premier au panier. T'as dit première non tout à l'heure, moi je crois que sur Cleaning the Glass j'avais deuxième. Oui, deuxième, mais c'était première l'année dernière, c'est ça. Je me suis ah oui, ça pardon, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais donc c'est intéressant parce que ça permet de parler un peu des schémas aussi, parce que la protection de panier, en fait, on en a déjà parlé, mais elle était assurée par des schémas très agressifs tactiquement et par cette fameuse escouade d'ailier, en fait, où qu'est-ce qu'on a? On a un pivot qui sait pas défendre, enfin qui est mauvais défensivement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sur les pick and roll notamment, on le fait monter très haut sur l'écran et faire des prises à deux, comme ça c'est pas lui qui doit décider de l'action. Voilà, on essaie de faire partir la balle avec cette prise à deux, on fait partir le ballon du porteur de balle, et ensuite derrière qu'est-ce qu'on fait? On a toute une escouade d'ailiers qui va faire des pré-rotations, non pas des rotations mais des pré-rotations très tôt dans la possession pour en fait venir se mettre dans la raquette. Et donc, il y a un peu ce côté où ils sont 27e en efficacité au panier, donc très mauvais. Mais par contre, la protection du panier est assurée de manière plus générale parce qu'ils sont top 10 en fréquence, en fait. Donc, ils autorisent assez peu de tirs au panier. Et d'ailleurs, à ce top 10 en fréquence, on peut rajouter 10e aussi au niveau des lancers francs. Donc voilà, c'est tout ça va ensemble. Les lancers francs, c'est souvent au panier. Donc voilà, il y a un peu ce côté où on arrive à gagner des points, non pas sur l'efficacité au panier, parce que oui, une fois que tu arrives au panier, et si la balle va pour de vrai au panier, c'est pas pareil avoir un Zion qui défend le panier ou un Trey Murphy qui défend le panier. Il y a un peu ce côté des schémas où on essaie de dissuader d'aller au panier en étant déjà très tôt dans la raquette et en forçant la balle à aller ailleurs. Et donc c'est comme ça que, par conséquent, on arrive on concède un gros volume à 3 points. Mais le secret, c'est que, comme tu dis, comme on a ces ailiers très mobiles, forcément, quand tu es l'attaque, tu vois quelqu'un dans la raquette, tu fais le kick out, donc tu envoies la balle à 3 points. Donc le volume concédé à 3 points est grand, mais la force des Pelicans, c'est que ils ont cette mobilité et cette polyvalence, ce dynamisme de défense de périmètre pour ensuite faire les close-out, pour faire des bons contests, etc. Donc c'est un équilibre qui est assez intéressant, je trouve, parce que tu regardes d'entrée de jeu, tu te dis ah ouais, mais c'est pas top comme profil de tir, 27e au panier et bon, deuxième à 3 points, c'est bien. Mais en fait, tout le secret réside dans le fait que leur défense est assez atypique et ne repose pas, comme tu dis, classiquement autour d'un pivot, mais plutôt la force de leur défense. Et leur défense, en fait, c'est la squad de périmètre. Oui, clairement. Et ce qui est d'ailleurs assez rare, et surtout que nous, on en parle assez souvent, que un peu les profils les plus importants défensivement, c'est les protecteurs de cercle, et eux ont réussi à construire une des meilleures défenses de la ligue sans ce profil-là. Donc c'est vrai que c'est assez remarquable. Et je trouve que que ce soit en attaque ou en défense, c'est une équipe qui est intéressante à étudier parce que, en fait, il y a des profils tellement atypiques, défensivement et offensivement, que, en fait, je pense au long de l'épisode, on va aussi parler de différentes choses qui sont assez inhabituelles et qui dérogent un peu de ce qu'on peut trouver dans une équipe de basket, quoi. Donc, franchement intéressant de voir qu'en réalité, c'est l'encre défensive de cette équipe, en tout cas le premier domino défensif de cette équipe, et en fait se trouve sur les ailes et avec Herb Jones et peut-être après c'est difficile de dire qu'un nom, enfin de dire que Herb Jones, parce qu'en réalité t'as aussi t'as pas seulement lui, t'as Trey Murphy, même Najee Marshall que toi t'aimes bien, il y avait Dyson Daniels avant qu'il se fasse du coup échanger, et du coup c'est vrai que derrière Ingram est pas mal. Oui c'est vrai, oui totalement. Et du coup c'est vrai qu'il y a une certaine c'est des profils qui sont un peu peut-être redondants au bout d'un moment, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont échangé Dyson Daniels, mais c'est le socle défensif des Pelicans est sur les côtés entre guillemets. Oui, et puis il y a un peu cette notion aussi faut comprendre que ces 3 points concédés, beaucoup de 3 points concédés, c'est un peu voulu en fait. C'est un peu volontaire parce que c'est fait pour protéger le panier. Parce que justement, on n'a pas de protecteur de panier de haut niveau qui va pouvoir effacer des tirs au panier. Donc le but c'est le plus tôt possible dans la possession de forcer la balle à aller ailleurs, qu'elle ne soit pas autour de Valanciunas, mais qu'elle soit pas non plus autour du panier. Donc en fait, ce haut volume à 3 points est totalement volontaire parce que le calcul mathématique est très simple. Vaut mieux concéder un 3 points qu'un tir au panier. C'est ça. Il y a même pas photo. Donc c'est non seulement c'est voulu, mais là où c'est intéressant, c'est qu'avec les Pelicans, c'est voulu, mais en plus, eux, ils ont la capacité à faire marcher ça derrière et à compenser. Ils sont assez bons pour que l'opération marche, parce que tu pourrais aussi prendre une équipe totalement random, lambda, qui dirait, on fait des rotations agressives pour forcer la balle à aller ailleurs, juste pour le côté, allez, on concède le 3 points plutôt que le 2 points. Mais qui derrière n'aurait pas ce volume off-ball de faire les close-out, de faire des rotations pour compenser et pour aller défendre ces 3 points. Et donc, le gain, ce serait juste, on concède beaucoup de 3 points,
mais en même temps, on concède aussi une bonne efficacité parce qu'on n'est pas capable de faire le close-out, mais bon, c'est toujours mieux que lancer franc ou lay-up. Or là, avec les Pelicans, non seulement c'est voulu, mais en plus, donc, ils ont cet ingrédient secret pas tellement secret, d'arriver à compenser derrière, quoi. Donc, encore une fois, avec ce genre de schéma, je suis pas sûr que beaucoup d'équipes seraient capables de faire ça à un aussi haut niveau. Et je suis pas sûr, en fait, beaucoup d'équipes seraient capables de compenser à ce point bien la présence de Valanciunas qui a une certaine utilité, hein, notamment au rebond. On va en parler plus tard, je pense, mais qui, voilà, c'était pas lui, il aide pas du tout en défense. Donc ouais, cet aspect des Pelicans, c'est assez intéressant. Et tu fais bien de commencer par la défense. Mais alors, si je peux caler ma première stat du jour, de mon côté, qui va être très rapide, hein, pour le coup. Mais non, moi, je voulais juste dire 6. Voilà, 6, c'est le rang au net rating au différentiel attaque-défense. Et donc voilà, ils sont mine de rien, ils étaient 6e meilleur différentiel attaque-défense de NBA. Bah, c'est élite, hein. C'est clairement élite. C'est derrière, c'était quoi? C'était Boston, OKC, Minnesota, New York, je crois, un truc comme ça, et Denver. Donc voilà, c'était un très très bon net rating en chiffre brut, plus 4,4. C'est pas mal, hein. C'est a priori, on est d'habitude dans ces zones-là autour de quelqu'un qui va au deuxième tour, voire même en finale de conférence, hein. C'est sur cette zone de chiffre brut, on va dire, de plus 4,4 points par 100 possessions de différentiel attaque-défense. Par contre, il y a une autre stat qui est un peu moins bien, c'est ce qu'on appelle le win differential, c'est-à-dire on calcule un peu par rapport à ton fond de jeu proposé, quel nombre de victoires tu devrais avoir, et on regarde le différentiel avec le vrai nombre de victoires, et c'est vrai qu'ils sont quasiment à moins 3 de win differential, donc ils ont 3 victoires de moins qu'attendu, entre guillemets, parce que c'est pas complètement du hasard non plus, hein, c'est gestion de fin de match, voilà, il y a plein de données, donc c'est pas une stat précise, hein, encore une fois on le répète, mais c'est pour donner l'idée, c'est que ils sont parmi les pires de NBA sur ce win differential, donc ils ont moins de victoires qu'attendu, et bon, il y aurait plein de choses à dire sur cette équipe, et je pense que c'était peut-être secrètement une des très très bonnes équipes de cette année, qui malheureusement n'a pas pu trop bien jouer en playoff parce que blessure. En plus, comme dit, tu vois, 3 victoires en moins dans cette conférence Ouest. Tu vas pas au play-in. Voilà, t'es pas en play-in, tu te tapes pas au KC. Tu blesses pas Zion. Exactement, et donc tu passes de 49 à 52. 49-52, tu passes de 8e à 52, tu serais 4e. Oh, tu viens de flinguer ma journée. Non mais bon, c'est pas concret, hein, ce win differential. C'est pas concret, mais pour donner un peu un ordre d'idée, en tout cas, non pas les victoires réelles, mais sur le fond de jeu proposé, c'était à ce point intéressant. Et non, ce que j'aime bien aussi pour ajouter, c'est que 8e défense, on l'a dit, 13e attaque, et surtout, ils sont bons dans les 8. Alors, pas les 8 4 factors du coup, mais ils sont bons dans les 8 factors stats, donc les 4 4 factors, les 4 factors stats offensifs et 4 défensifs, donc adresse, rebond, turnover et lancer franc. Ils sont bons dans les 8 en fait. Et c'est une des seules équipes NBA, en fait c'est la seule qui est aussi bonne dans ces 8, parce que parfois tu sais t'as des équipes d'élite, même les équipes d'élite elles sont très bonnes dans un domaine, mais moins dans l'autre. Tu prends OKC, ils sont géniaux partout en défense, sauf au rebond. Mais c'est pas grave, c'est juste que le style de défense amène que tu as certains compromis sur le rebond, ou d'autres ça va être on est très bon, mais on crée pas beaucoup de turnover en défense, etc. Eux ils sont bons dans les 8 en fait quasiment, ils sont 11e en attaque en adresse, 13e en turnover, 18e en rebond, c'est le seul où ils sont pas bons, mais 10e en lancer franc pour l'attaque, et puis pareil 12e, 6e, 11e pour la défense pour ces 4 facteurs stats. Donc finalement, je sais pas si on doit voir ça de le verre à moitié vide, au moitié plein, mais je pense qu'on va un peu louer dans cet épisode le côté polyvalence, le côté très bon, un peu touche à tout dans tous les domaines. À quel point est-ce qu'il faut pas aussi voir ça comme le projet parfois peut avoir une tête de construction d'équipe parfois un peu ambiguë, et on aimerait peut-être avoir un côté moins bon partout mais un peu plus élite sur un endroit, quoi. Ouais. Non, en plus, là, ce qui est intéressant, c'est que le truc où ils sont peut-être le moins bons, du coup, dans les 4 factors, ce serait le rebond offensif. Mais en fait, quand tu vas regarder les stats d'efficacité après un tir loupé, c'est une des meilleures équipes de NBA. Donc en fait, même dans le 4 factors où ils ont l'air de pas être bons, enfin, en tout cas d'être le moins bon 18e sur 30, ils rattrapent par l'efficacité qu'ils ont sur les rebonds offensifs. Donc vraiment, c'est une équipe qui est complète, mais qui manque peut-être justement, comme tu dis, d'une direction. Et je pense qu'on peut parler de l'effectif qui, en fait, je pense que Zion mériterait un effectif tout autre. Mais comme Zion se blesse souvent, ou a souvent été blessé, ils ont pas pris la direction Zion. Ils ont pris la direction de genre, peut-être Zion, peut-être pas. Et du coup, tu te retrouves avec un effectif qui fait bien
en tout cas moyennement bien à peu près tout, mais il y a pas des choses qui dominent forcément. Et c'est vrai que ça peut être problématique. Et moi je trouve qu'ils sont allés encore plus vers ça avec le trade qu'ils ont fait, de rajouter Dejounte Murray. Parce que là, du coup, avec Dejounte Murray, McCollum et Brandon Ingram autour de Zion Williamson, t'as 3 joueurs qui ont plus de 25% d'usage rate. Donc t'as 3 joueurs qui ont besoin de ballon et qui consomment du ballon, qui t'apportent pas de spacing, mais du coup, si Zion est blessé, ou si Zion n'est pas sur le terrain, tiennent peut-être un peu mieux la baraque, mais en réalité, tu prends toujours aucune direction. Et je trouve que c'est un peu dommage. D'un autre côté, je peux comprendre qu'ils aient peur de prendre le risque Zion, mais s'il y a un moment, du coup, ils ont un peu le cul entre deux chaises pour, voilà, un peu... Pour pas être grossier. Voilà, c'est ça. Non, effectivement, je pense qu'on en reparlera, le dilemme de construction Zion qui a aussi ses compromis, mais je pense qu'on va en discuter, mais juste pour dire aussi, le win differential, donc c'est cette fameuse donnée un peu théorique, qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, vous avez compris, mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parfois, il y a des données de clutch, oui, t'as un bon net rating, mais dans les clutch, dans les fins de match où c'est serré, donc le net rating va pas beaucoup bouger, tu vas perdre des matchs, donc t'accumules des défaites, alors que en termes de net rating, pas tant que ça. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir le fait qu'une moyenne n'est pas représentative. Tu peux aussi taper des mecs, des équipes pas bonnes de 30 points et ensuite gagner des normaux, des bons adversaires de plus 2 à peine, et donc ça fait un net rating qui est pas équilibré. Bref, la moyenne est parfois pas représentative non plus, mais là en l'occurrence, je pense qu'il y a peut-être une donnée de clutch aussi, puisque ils sont si tu veux, dans les données de clutch, c'est un peu arbitraire, on est d'accord. Échantillon petit, on est d'accord aussi, mais bon, on peut quand même jeter un œil et on voit tout de même qu'ils n'ont pas été très bons. Et je pense que les fans des Pelicans pourront peut-être, qui nous écoutent, pourront peut-être nous confirmer ou pas d'ailleurs, hein, dites-nous. Mais il y a un peu ce truc où, si on exclut un peu Washington et Détroit, qui étaient pas vraiment en NBA, et tu vois, en termes de net rating dans le clutch, ils sont à moins 37 et moins 36. Bon, voilà. c'est même pas des vrais chiffres, hein. Mais grosso modo, parmi les bonnes équipes, parmi les non catastrophiques, c'est quand même la 4e ou 5e pire de toute la NBA dans le clutch. Donc, dans les 5 dernières minutes de match serré, ils sont à moins 12 de net rating dans ces moments-là. Voilà. Bon, j'aime pas les net rating dans ces petits échantillons, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est peut-être aussi ce côté clutch qui fait que ils ont un bon net rating, mais ils ont perdu des matchs où ils étaient un peu en balance et finalement c'est pas tombé du bon côté. Donc voilà, peut-être cet aspect-là aussi pour le net rating et pour le win differential. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous proposer pour ces New Orleans Pelicans 2024 ? J'en ai déjà un peu parlé du rebond offensif, donc peut-être que je vais pas revenir là-dessus. Mais pour rester un petit peu sur l'effectif et les manques de l'effectif, ils sont 29e à la fréquence de pick and roll joué, en tout cas fini par le rollman. Ce que ça veut dire, c'est que ils ont pas de poseur d'écran concrètement. En gros, c'est la stat traduit le nombre de fois où une équipe durant un match de NBA finit une action sur un pick and roll assez classique où le ballon va au poseur d'écran et il finit l'action. Alors juste si tu me permets, c'est pas qu'ils ont pas de poseur d'écran, peut-être c'est qu'ils ont pas de finisseur de pick and roll. Oui, c'est ça, ouais. Ils ont pas de rim runner, ils ont pas vraiment de menaces verticales, pas vraiment, parce que ils en ont des menaces verticales sur transition, disons, mais sur demi-terrain moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, mais en même temps sur transition, les athlètes NBA, n'importe qui, j'exagère, mais n'importe qui quand même peut assez explosif en NBA avec le niveau de qualité athlétique pour apporter en transition c'est plus facile quoi. Ouais, c'est ça. Et leurs menaces verticales, les plus grandes menaces verticales qu'ils ont, c'est Trey Murphy et Zion qui sont pas des joueurs que tu mets dans des situations de pick and roll. En tout cas, eux le font pas. Peut-être qu'ils pourraient le faire, mais en tout cas ils le font pas. Donc c'est un peu ce truc de, encore une fois, c'est une équipe qui est construite bizarrement. Et peut-être une des actions les plus efficaces, parce qu'en réalité, c'est très rémunérateur en termes de points par possession, les pick and roll qui finissent avec le poseur d'écran, ils en font quasiment pas. Alors que ils font par contre beaucoup d'isolation, qui est un type d'action qui lui est beaucoup moins rémunérateur
en termes d'efficacité et qui est aussi un peu stagnant entre guillemets de manière offensive. Donc je pense que c'était un peu pour illustrer que l'attaque a un peu elle manque peut-être de choses un peu fondamentales, comme la défense manquait d'un défenseur du cercle. Il manque aussi d'un finisseur au cercle du côté de l'attaque, et du coup on revient encore une fois sur le même problème de la construction de l'équipe à l'intérieur qui est peut-être pas, qui correspond pas en tout cas au basket moderne et comment bien profiter de l'effectif autour de Zion. Et ça montre aussi que il n'y a pas forcément de très bons porteurs de balles qui soient capables de servir un finisseur au cercle. Et là, il y a aussi la question de qui sont les vrais bons playmakers pour autrui chez les Pelicans. Et je pense que les deux meilleurs, du coup, c'est Ingram et Zion Williamson, mais Ingram qu'on va retrouver parfois sur du porteur de balle, sur du pick and roll ou de la zoom action, par exemple. Mais Zion Williamson, beaucoup moins. Donc ça pose un peu aussi la question de est-ce il manque pas un petit peu de création pour les autres dans cette équipe. Oui, non, mais en effet, c'est un aspect qui pour moi, c'est un gros manque. Ça a été un gros manque de cette année. On verra pour la suite. D'ailleurs, c'était un peu le projet à la base, Jackson Hayes, quand il y a eu le draft il y a longtemps, en 2019, mais c'était un peu ce côté, on va avoir une menace verticale, un vrai catch and finisher. Bon, ça n'a pas payé et qui effectivement depuis n'a pas trop été remplacé quoi numériquement. Et bon, tu vois, c'est pour ça que je faisais un peu la nuance, parce que les stats de NBA.com, c'est les actions qui sont terminées dans l'exercice. Et donc effectivement, au niveau du rollman, ils n'ont pas de finisseur de pick and roll, mais ça n'empêche pas d'avoir, Valanciunas, c'est aussi une de ses forces de poser des écrans, de poser des bons écrans d'ailleurs pour le problème, je sais pas, en tout cas le problème en termes de rentabilité, c'est qu'ils posent des écrans pour des pick and roll pour Ingram, McCollum, qui souvent un peu peuvent se terminer sur un mi-distance en pick and roll en fait. Donc il y a un peu cet aspect-là où en effet, lui c'est pas trop une menace de pick and roll, ni en termes de verticalité, mais même ni en termes de mobilité horizontale quoi. C'est pas un mec hyper vif, qui va plonger au cercle et mettre ce genre de gravité. Tu vois, tu peux avoir des joueurs plus petits qui n'ont pas une verticalité immense, mais qui de par le côté agressif de roll au panier peuvent avoir cette menace. Lui, il a pas ça non plus. Zion non plus du tout en fait, même si on en reparlera du cas de Zion, mais c'est pas du tout ça son jeu. Moi j'avais noté il est à 0,3 par match, 0,3 par match roll en moyenne, donc c'est extrêmement bas en fait, c'est jamais. Et c'est vrai que par ailleurs il y a pas non plus tu vois énorme menace de pick and pop non plus qui pourrait un peu rentrer dans ses stats, et ce qui fait que en effet on a un peu ce jeu classique du pick and roll qui de l'autre côté, on a aussi un coach offensif, un assistant coach offensif, James Borrego, qui met en place des systèmes, on le connaît, un très bon coach en termes de tactique, très créatif, etc., etc. Et ils font de très bonnes choses en attaque. Moi, j'aime beaucoup cette attaque. Je sais que toi aussi. Mais c'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'ils n'ont pas de top de chapeau en fait. Ils n'ont pas un playmaker chapeau. Clairement, on a des McCollum qui peut le faire un peu, on a Ingram qui peut le faire un peu, on a Zion qui peut le faire, mais aussi dans certaines configurations. Mais il n'y a pas ce côté, j'ai un porteur de balle qui est à 16 sur 20 en termes de pick and roll. Il n'y a pas ce plancher-là, en fait. Non, clairement pas, et ça manque. Ça manque parce que il y a assez d'inefficacité parfois. Et tu vois, tu parlais de pick and pop. En fait, tu vas pas les retrouver avec des intérieurs, mais du coup, tu vas te retrouver avec des espèces de ghost screen qui sont en fait du coup c'est les extérieurs encore une fois qui font presque le travail des intérieurs. C'est les extérieurs qui vont venir poser des écrans ou des faux écrans pour du coup créer des décalages pour Zion, mais t'as pas d'intérieur qui puisse vraiment faire le travail d'un intérieur moderne finisseur entre guillemets qu'on retrouve habituellement en NBA quoi. Après, malgré tout, ils passent pas par le pick and roll, un peu le classique. Ils sont quand même 10e en fréquence de tir au panier. Oui. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est comme dit, faut rendre un peu du crédit à James Borrego et aussi à Willie Green, le head coach, le staff en général, on va dire. C'est juste qu'on connaît Borrego d'avant et on sait qu'il est un peu assistant coordinateur offensif. Mais voilà, on a aussi une attaque qui est assez créative, qui a plein de systèmes différents. On a déjà parlé beaucoup cette saison dans l'hebdo. Le fameux système, comme si le ghost screen, donc un écran fantôme qui en fait est un leurre pour ensuite enchaîner sur un autre écran qui s'éloigne avec un shoot qui s'éloigne du ballon, etc., etc. On a plein de trucs hyper sympas. Mais c'est vrai que sur le pick and roll en soi,
on n'a pas cette synergie un peu classique, en fait. On a ni la menace de roll, de scoring sur le roll, sur je pose l'écran et je roule le panier, ni le pick and pop, et même les porteurs de balles, c'est vrai que on a Zion, mais qui fait des pick and roll un peu particuliers, c'est pas les vrais pick and roll en fait, et puis on a McCollum et Ingram, qui n'ont pas non plus cette ampleur de chapeau 1 NBA en termes de playmaking ou scoring de pick and roll, et c'est vrai que ça pourrait être aussi un moyen de booster encore un peu plus l'attaque, peut-être, mais je suis pas sûr que Dejounte Murray rentre complètement là-dedans, quoi, en fait. Non, mais du coup, par contre, on les retrouve plus sur des end-off. Dans les end-off, oui. ils en font un peu plus, et du coup, je parlais des zoom action tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont des intérieurs. En fait, ils ont des intérieurs de poste haut. Qui aiment bien naviguer un peu dans cette zone, le nail, en gros, la partie entre la ligne des lancers francs et le 3 points, quoi. J'oublie toujours les noms exactement des endroits sur le terrain, donc je vais plutôt le mettre, dire exactement où c'est. Donc voilà. Et donc t'as Larry Junior et Jonas Valanciunas qui sont des intérieurs qui naviguent bien entre guillemets dans cette zone du terrain. Et du coup, on retrouve parfois des situations de zoom action. Du coup, c'est quand il y a un joueur qui part du corner, tu utilises un premier écran en remontant vers le ballon, et puis ensuite qui prend le ballon depuis le end-off, donc un jeu de main à main avec l'intérieur. Et c'est vrai qu'ils ont fait pas mal ils ont beaucoup utilisé ça, parce que du coup, ça permet aussi de faire des cuts. Et en fait, quand tu as des intérieurs de poste haut, c'est des intérieurs qui ont soit un petit mi-distance, soit qui sont capables de passer la balle ou de lire le jeu et un petit peu d'opérer depuis cette zone du terrain. Du coup, c'est encore une fois des intérieurs qui sont pas forcément, qu'on retrouve pas dans toutes les équipes. Et du coup, eux ont réussi un petit peu à profiter des en fait, ils ont optimisé un peu les bouts de bois qu'ils avaient en disant bon bah voilà, on n'a pas de quoi construire un yacht, mais on a de quoi se construire un radeau qui nous permettra d'être la 10e meilleure attaque de NBA, parce que on n'a pas d'intérieur qui peut faire du rim runner, mais on a des intérieurs qui sont assez bons à la passe pour pouvoir justement profiter de situations où si on crée un peu de décalage et un peu de chaos, eux sauront lire la bonne passe à faire. Et du coup, voilà un petit peu pour expliquer le style de jeu un peu différent, en tout cas, de ce qu'on peut voir en NBA, et la créativité, du coup, de James Borrego, qui est arrivé à la dernière intersaison chez les Pélicans. Et qui n'a pas trouvé de poste de coach durant l'intersaison, malheureusement. Mais alors oui, allez sur la chaîne YouTube, vous verrez, on en avait parlé déjà et j'avais mis des images dessus. Donc vous verrez tout un peu le décortiquage en images de cette attaque avec ses zoom action, ses systèmes, etc. Tout est en visuel pour voir ça. Mais effectivement, l'intérêt de ces zoom action, comme on dit en mars, c'est que ça permet aussi de créer du spacing avec des mecs qui ne sont pas censés t'en apporter. Et donc là, je pense notamment à ce qui est Larry Nance et Valanciunas, parce que le but de les mettre dans ces zoom action, c'est que ils ont la balle, donc a priori leur défenseur va être sur eux, ils ont la balle loin du panier. Et or, si tu les mets off-ball, ils vont pas être respectés à 3 points, alors que si tu les mets avec la balle, le défenseur est un peu obligé de monter sur eux quand même, un minimum, et donc tu les mets dans ces zoom action, donc ces jeux de main à main, grosso modo, et ça permet en fait de créer du spacing avec un non-shooter. Parce que ton intérieur qui a pas de shoot, il fait pas partie du spacing off-ball, il est avec le ballon à 3 points, en tout cas en tête de raquette ou dans cette zone-là, quoi. Et c'est aussi une des forces de ces fameux zoom action, comme tu dis, ces dribble end-off avec un écran en plus, c'est que ça permet de créer ce spacing et de sauver un peu le côté, nos profils sont pas parfaits, on peut pas encore, c'est peut-être le manque de cette année, c'est qu'on n'a pas jamais vraiment eu des line-up totalement 5-out complet où Zion pourrait opérer. On en parlera peut-être, mais c'est vrai que c'est une petite déception ça. Mais par contre, James Borrego et Willie Green opèrent beaucoup avec ces zoom action pour permettre ça en fait, pour créer ce spacing, parce que voilà, Larry Nance et Valanciunas, c'est des bons passeurs, c'est pas la folie non plus. Clairement, le but, c'est pas, tu vois, c'est pas comme si t'avais Draymond Green ou Bam Adebayo ou Jokic ou des mecs comme ça où tu dis, voilà, on fait cette action, mais parce qu'on sait que il y a la lecture de jeu, il y a le passing par-dessus, la créativité, ce genre de choses où il faut absolument faire ça parce que le passing va trouver les opportunités. Là, non, là, c'est pas vraiment pour le passing parce que les lectures sont très basiques, on lui demande pas à Valanciunas, on va pas lui demander de faire une passe à terre hyper précise ou de partir en drive ou quoi. C'est vraiment de lecture basique, mais le but, c'est de l'éloigner du panier avec la balle pour donc libérer la raquette et l'empêcher qu'on ait un défenseur intérieur qui l'abandonne et qui puisse boucher le spacing. Donc en effet, assez peu de pick and roll, assez peu de dynamisme avec le pick and roll. C'est un peu dommage, mais de l'autre côté,
cette créativité tactique qu'on a vue toute la saison, qui permet de, comme dit, hein, malgré ça, d'être assez présent au panier, d'avoir une bonne attaque et de passer outre peut-être les obstacles de certains profils qui sont peut-être pas parfaits en termes d'attaque. Ouais, c'est ça, exactement. Après, tu vois, ils arrivent même par du mouvement à côté de la zoom action, à libérer aussi les endroits clés du terrain. En fait, en faisant par exemple, j'ai une action en tête où il y a un Danny Green cut, donc un cut qui va d'un corner à un autre, à l'opposé de la zoom action. En fait, ça va forcer la défense à suivre ce joueur qui fait le Danny Green cut, qui est Jordan Hawkins, sur du coup la ligne de fond. Et au même moment, il y a une zoom action qui est jouée pour Zion Williamson, donc qui se joue beaucoup plus proche du terrain et qui part pas du corner opposé. Mais en fait, d'avoir ce mouvement à l'opposé de l'action permet, au moment où Zion Williamson récupère le ballon, qu'il n'y ait pas de protecteur de cercle secondaire qui puisse venir en aide pour aider la personne qui défend directement sur Zion Williamson. Et du coup, Zion Williamson peut utiliser sa capacité de percussion pour prendre de vitesse et du coup aller au cercle sans être gêné par un autre protecteur de cercle secondaire. Ouais. Donc t'as un peu ce truc-là c'est un petit peu toujours essayer de trouver les petites optimisations qui fait que le spacing, contrairement à par exemple celui des Celtics qui est très facile à utiliser parce que c'est du 5-out constant, là t'as un truc on peut pas faire ça, mais il y a toujours des espaces, il faut arriver à les générer. Et c'est toujours un peu cette idée de le spacing, il est en mouvement. C'est-à-dire que l'espace sur le terrain, c'est un peu comme, je sais pas, de l'air dans une boîte. En fait, Oula. si tu mets, bref, voilà, je vais pas m'embarquer dans Non, un truc. vas-y, je pense qu'on tenait un moment du best-of de l'été, vas-y. Explique-nous la thermodynamique. Tout ça pour dire que le spacing, ça bouge et voilà, ils arrivent à le faire bouger au bon endroit, au bon moment, mais il y a une question de timing aussi. Parce que du coup, il faut que l'espace pour aller au cercle, il soit libéré au moment où Zion Williamson prend son défenseur de vitesse, pas avant et pas après. Oui. Bon, comme dit, hein, si vous voulez voir tout ça en image, on l'a déjà fait, donc allez voir, mais insister sur cet aspect tu vois, j'ai parlé du net rating, qui était très bon, qui est 6e meilleur de NBA. On a parlé de la défense, qui est bonne alors qu'il y a un mauvais pivot. On a parlé de l'attaque, qui est bonne et qui a du spacing, alors qu'il y a des éléments qui n'ont pas beaucoup de spacing. Tout ça aussi pour dire, et c'est bien qu'on le fasse un peu en début de podcast, là, que en fait ce coaching staff il est quand même pas mal, hein, parce que ça bosse bien et en fait par des moyens tactiques. Alors moi, excuse-moi, je connais moins bien la thermodynamique que toi. J'étais pas très bon en plus en prépa sur la thermodynamique, mais non, mais c'est vrai qu'il y a cette notion dans le spacing, soit t'as un bon shooter et donc t'as pas besoin de le faire bouger parce qu'il mobilise de l'attention, mais sinon tu peux trouver des moyens autres. Et on voit que voilà, ce coaching staff il bâtit une bonne défense alors que pas un bon pivot, mais parce que il y a certains éléments tactiques de rotation, pré-rotation, close-out, etc. Et pareil en attaque où il y a pas que des bons shooters et pourtant on arrive à l'animer assez bien cet espace. Donc c'est un peu voilà, on donne aussi beaucoup de crédit à ce coaching staff qui a, je trouve, très très bien travaillé, alors que c'est aussi un des thèmes, c'est que de l'autre côté l'effectif est peut-être construit de manière un peu ambiguë, pas parfaite encore. Donc c'est dire aussi à quel point on voit voilà, Zion, go-to guy potentiel et All-NBA assez facile dans ses bonnes saisons, enfin quand il joue en tout cas, un coaching staff qui est très bon. Alors t'imagines si en plus à l'avenir tu rajoutes un niveau de talent et un personnel avec un fit qui fit bien, quoi. Donc c'est le potentiel de cette équipe peut être assez vertigineux en fait si tout clique, si Zion est pas blessé, si le coaching staff est toujours si bon, et si en plus tu rajoutes du talent et des joueurs qui collent bien, ouais, ça peut faire un truc très très sympa, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas la direction qu'ils sont en train de prendre malheureusement. Il y a une raison pour laquelle on va parler en conditionnel. Voilà, c'est ça. Peut-être. Alors ma deuxième stat du jour un peu rapide. Je vais partir sur celle-là, comme ça on peut clore le sujet puisqu'on parle un peu de lui. Moi c'était moins 3,2. C'est un on-off au niveau du rebond offensif, enfin en tout cas du rebond défensif et donc rebond offensif autorisé à l'adversaire. C'est le on-off de Jonas Valanciunas. Et c'est vrai que comme dit, on s'est beaucoup plaint de lui. Nous cette année dans l'hebdo et moi depuis pas mal de temps, depuis même avant le basket là, mais c'est un profil un peu particulier et dans le sens, enfin pour pas dire un peu old school, c'est-à-dire le joueur de post-up qui arrive en NBA en 2011, où voilà, un très gros prospect par rapport à ça en termes de post-up et de création, mais c'est un peu le jeu d'avant, quoi. Et ce qui m'étonne un peu avec Valanciunas, c'est la métamorphose qu'il a un peu réussi à faire, dans le sens où lui, tu vois, comparé à des Greg Monroe, comparé à des mecs comme ça, il a un peu réussi à exister, à survivre en NBA, parce qu'il a toujours été utile, finalement. Et
il y a un moment, il avait, bon, déjà en défense, c'est pas si mal que ça comparé à d'autres mecs de post-up qui ont disparu. Il a aussi développé un petit jump shot de plus en plus loin du panier, etc. Bon, il se trouve que malgré ces petites évolutions, on a quand même quelqu'un qui apporte de gros compromis. Pour le coup, c'est-à-dire un compromis de spacing, comme on l'a détaillé, même si la tactique permet de l'éloigner un peu, mais il y a quand même ce compromis de spacing. Il est pas ultra efficace non plus dans ce qui est sa propre création, quoi. C'est pas non plus c'est pas Jokic, quoi. C'est sympathique, il y a du post-up et tout, mais c'est pas forcément une bonne manière d'initier l'attaque. Son propre scoring n'est pas si efficace que ça là-dessus, et en plus, il a pas forcément un passing de folie où, ben voilà, si ça mobilise des prises à deux et ça peut créer du jeu comme ça. Non. Et puis en défense non plus, on l'a dit, c'est pas la folie non plus, quoi. Donc on a vraiment ce profil un peu old school, mais par contre, je voulais quand même insister, le seul domaine où il fait quand même beaucoup de bien, et là on fait le bilan de 2024 et on sait qu'il est parti à Washington en free agency, et donc il sera plus là l'an prochain, on peut se projeter aussi, mais c'est l'aspect où il faisait du bien, je trouve, c'est le rebond. Rebond offensif un peu, mais aussi rebond défensif surtout, où il est, je pense qu'il est parmi l'élite, en tout cas, pas en termes de chiffres de rebond gobé, mais le vrai impact rebond, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il mobilise des box-out, à quel point est-ce que lui fait des box-out, à quel point est-ce que voilà, sa présence sous les panneaux impacte à quel point l'équipe prend des rebonds, et pas juste ses chiffres individuels. Et pour moi, là-dessus, alors peut-être pas élite si vous voulez, mais on est peut-être un des meilleurs de NBA sur ce côté rebond en fait. Et c'est vrai que c'était un des seuls aspects où il faisait du bien. Et c'est un aspect où il sera plus là l'an prochain, donc à voir comment est-ce que les Pelicans vont aussi compenser, parce que certes c'était un joueur à compromis, mais au moins il a porté ça. À voir l'an prochain comment est-ce qu'on va construire, et ça ouvre aussi la porte, et peut-être on en parlera plus en détail, mais comment est-ce qu'on construit l'effectif autour de Zion, c'est aussi une problématique parce que Valanciunas n'était pas le fit parfait, mais voilà, il y avait aussi des bons points, quoi. Ouais, clairement. Et puis à l'intérieur, c'est vrai que avec Larry Nance Jr. qui est parti aussi, il y a plus grand monde là. Je crois qu'ils ont drafté Yves Missy, si je dis pas de conneries. Peut-être. C'est ça, sûrement. Et c'est à peu près tout, je crois, au niveau des recrues à l'intérieur. Du coup, c'est vrai que avec tous les défauts qu'on pouvait donner à Jonas Valanciunas, ça va quand même être assez léger à l'intérieur. Et du coup, je sais pas si peut-être qu'ils veulent utiliser Zion Williamson comme un intérieur, et peut-être que on va avoir du 5-out l'année prochaine, mais ça risque d'être un peu léger à l'intérieur, ouais. Daniel Theis apparemment est arrivé chez les Pelicans. Pas mal. Et moi je l'aime beaucoup en plus, Theis. Pas mal, ouais. Toi aussi tu sais qu'il est passé par Boston, donc tu l'as vu peut-être un peu plus que la moyenne, mais en plus il est pas si vieux que ça. Il a même pas 32, 33 ans, même pas, je crois. Donc c'est pas non plus, voilà, il est un peu disparu des radars peut-être parce qu'il était passé de titulaire à Boston à ensuite plus titulaire et puis envoyé à Indiana et puis ensuite backup aux Clippers. Mais non, je pense que c'est quand même un joueur assez intéressant avec une certaine polyvalence aussi. Après, je suis pas sûr qu'il ait le même impact défensif, mais voilà, on tourne un peu la page Valanciunas. On va pas non plus complètement dans un spacing parfait, et en même temps, comme dit, ça, on en revient aussi au point principal qui est que, offensivement, t'aimerais bien avoir un Zion poste 5 en fait, parce que t'aimerais bien le mettre dans du spacing parfait. Et sauf que concrètement, si tu fais ça, à quel point tu condamnes pas aussi un peu ta défense, parce qu'il est trop déficitaire dans ce domaine-là. Donc c'est aussi là-dessus où voilà, on a critiqué ce choix de Valanciunas, et même celui de Theis, on aime bien le joueur, mais c'est pas parfait non plus. Il y a pas ce côté spacing. Mais en même temps, il faut aussi se rendre compte de la difficulté de construire autour de Zion, qui en fait est un porteur de balle intérieur, mais qui est pas du tout un défenseur intérieur. Pour le coup, en défense, c'est pas un intérieur du tout en défense en fait. C'est un peu ça la clé. Il est assez petit, alors il est très costaud, extrêmement puissant, et puis c'est une anomalie athlétique, ça on est d'accord. Mais voilà, c'est pas un mec qui est grand, c'est pas un mec qui a des longs bras. Et pour moi, défensivement, on est plutôt sur un extérieur qu'un intérieur. Donc, tu vois, c'est un peu facile de dire il suffit de mettre un poste 4 shooter et puis voilà quoi, c'est réglé. En fait, non, parce que ce que tu vas gagner en attaque, est-ce que tu vas pas le perdre, est-ce que tu vas pas même perdre beaucoup plus en défense? Donc, faut aussi retenir ce côté compromis qui, à mon avis, est plus grand que ce qu'on pense, et ce qui fait que on a eu un Valanciunas, on va avoir un Daniel Theis, et on a eu des profils comme ça. Parce que je pense que c'est pas si commun que ça, quoi. C'est pas si facile que ça, en tout cas, de construire avec Zion et son profil un peu atypique, qui lui aussi a de gros compromis. Donc si on a testé Steven Adams, si on a testé Valanciunas, si maintenant on prend Theis, c'est pas pour rien. Et bon,
peut-être en ouverture aussi. Est-ce que le bon coup, ce serait pas d'aller chercher un Brook Lopez qui est en fin de contrat et que peut-être Milwaukee voudrait échanger, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà. Brook Lopez, pourquoi est-ce que son profil a aussi autant de valeur? C'est parce que des mecs qui sont de vrais défenseurs intérieurs et qui ont un 3 points pour apporter du spacing, ben c'est quand même assez unique, quoi. Donc je pense que les Pelicans n'ont pas trouvé leur Brook Lopez, leur Brook Lopez à Giannis, mais parce que c'est quand même c'est pas facile à faire, c'est pas facile à faire en fait, pardon. Non, bah non, et je me rappelle qu'on avait fait un épisode avec Baptiste sur comment entourer Zion. Bah, en fait, les intérieurs que tu peux mettre à côté de lui, t'as vite fait le tour, quoi. T'as des joueurs élites un petit peu à la Jaren Jackson Jr., mais du coup, tu pourras jamais aller chercher. Et après, t'as des profils que tout le monde veut, comme Wendell Carter Jr., Al Horford, Brook Lopez. Des profils assez uniques, quoi. Qui coûte cher, en fait. Qui coûte cher et qui coûte cher financièrement et qui coûte cher en assets que tu vas devoir donner pour si tu veux les trades. Donc t'as un peu c'est la loi de l'offre et la demande, mais bon, vu qu'on va pas faire de la thermodynamique puis des cours d'économie non plus et des cours de SES aujourd'hui. Mais moi j'ai une petite... Je me permets d'enchaîner sur ma stat du coup qui est sur Zion défensivement. Alors attends, je peux te lancer. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour les New Orleans Pelicans 2023? Du coup, assez étonnamment, j'ai une stat sur Zion défensivement, donc c'est une super transition, tu pourras couper la partie d'avant. Et du coup, il est à 1,5 steal percentage, 1,1 block percentage, et sur la fin de saison, je dois avouer que je l'ai trouvé meilleur défensivement. À partir de, allez, je dirais février, mars. Bon, après les matchs après le 15 mars, est-ce que c'est vraiment des matchs? Bref, quand même, j'ai trouvé que défensivement, il bougeait mieux. Même si, je sais toi que tu l'as beaucoup scouté, donc tu me dis si je raconte des conneries, mais je sais que latéralement, c'est pas un joueur qui était très bon défensivement, enfin dans les mouvements latéraux, et il a toujours un peu ce problème. Son corps est pas forcément extrêmement facile à bouger et à suivre en fait les mouvements des joueurs sur qui il défend. Et on-ball et off-ball, il y a toujours eu certaines limites qui avaient été mises dans les scouting reports que j'ai pu lire sur lui, mais j'ai trouvé que défensivement cette saison, sur la fin de saison, il a été assez bon off-ball et on-ball, mais off-ball en particulier, un peu dans le rôle de protecteur de cercle, du coup secondaire, un peu mieux utilisé. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu une possibilité de l'utiliser, voilà, un peu comme défenseur sur l'aide. Pas forcément sur le ballon, mais un peu plus dans cette zone entre la ligne des lancers francs et le cercle un peu côté opposé au ballon, pour justement profiter de sa verticalité et de son explosivité et en même temps du coup tu caches un petit peu, tu t'évites de l'exposer sur le ballon. Du coup, moi j'ai trouvé dans les stats, c'est quand même pas si mal que ça. Un joueur qui a 1,5 de steal percentage, 1,1 de block percentage, et en plus qui fait pas beaucoup de fautes. Donc t'as aussi ce truc-là de, bon après si tu t'essayes pas défensivement, c'est normal de pas faire de fautes. Mais j'ai trouvé qu'en plus, voilà, il y avait une meilleure implication et des meilleurs mouvements, des meilleures lectures sur la fin de la saison. Et du coup, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, vu que t'es un peu plus éclairé et que tu l'as suivi depuis plus longtemps, quoi. Parce que j'avais fait des vidéos, j'avais décortiqué 30 matchs de Duke, c'est ça que tu veux dire? Potentiellement. Qu'on avait fait un podcast de 3 heures sur les codes des parquets qui était beaucoup trop long et que personne n'a écouté. Mais non, mais alors c'est vrai que à Duke, il y avait un peu ce côté un peu les deux, c'est-à-dire que tu voyais bien que c'était pas un protecteur de panier, mais t'avais aussi des flashs un peu de protection de panier et des flashs extrêmement impressionnants, quoi, avec vu sa mobilité, un volume qui parfois pouvait être assez grand, il part d'assez loin et puis il arrive à faire l'action. Mais de l'autre côté, il y a aussi cet aspect de il fait 6-6 de haut,
donc pas voilà la taille d'un poste 3 grosso modo, et encore pas d'un grand poste 3, hein. LeBron est à 6'8", hein, par exemple, si vous connaissez pas trop ces mesures américaines, j'ai pas les en centimètres, pardon, mais surtout il a pas non plus tant que ça d'envergure de bras, il a 6'10" aussi, ce qui est pas énorme quoi, 6'10" d'envergure. Donc c'est là-dessus où je pense que moi j'ai beaucoup de souvenirs à Duke de bah ouais, t'as des fois c'est waouh, le mec qui surgit de nulle part, et puis en 2-3 pas il a cette mobilité en 2-3 pas que n'a pas un vrai intérieur un peu plus lourd, et puis il fait l'action au panier, et puis il y a des fois il est en position et puis il se fait shooter par-dessus la tête, ou il n'arrive pas à affecter l'action, parce que voilà, c'est pas non plus un intérieur qui a cette longueur de bras, donc il y a pas l'impact. Et c'est vrai que je te rejoins sur le côté bien meilleure saison défensive que les mauvais passages qu'on connaît de lui. Bon, je sens même aller jusqu'à sa saison rookie, mais on sait que parfois ça peut être un peu irrégulier, on va dire, mais sur les bons passages, par contre, je reviens à ce que je disais, pour moi, c'était des bons passages de défenseurs extérieurs, en fait. C'est-à-dire, il s'était inscrit dans ce côté, l'escouade de périmètre, la défense horizontale, je fais la pré-rotation à temps, ensuite je fais le X-out, le close-out, enfin, plein de trucs comme ça. Et c'est aussi là la différence où je peux comprendre l'idée, et en effet, c'est un peu le rêve, quoi, parce que c'est un peu le rêve de s'il était capable d'apporter une certaine dose de protection de panier secondaire, ou même primaire. Bon ben voilà, ça déverrouille complètement l'attaque, et puis c'est mort quoi, c'est fini, la NBA c'est fini, on peut plier, et puis voilà quoi. Mais c'est aussi toute la différence avec un Draymond Green qui lui non plus n'est pas très grand, mais déjà surplus d'envergure de bras, lui pour le coup, il est pas à 6'10", il doit être à 6'3", 7'3", 7'4" je crois, donc un truc assez immense de vrai intérieur lui, alors que dans la taille non. Mais surtout le niveau défensif, QI basket, intelligence, explosivité latérale, enfin voilà, Draymond c'est vraiment l'anomalie en fait. Pour moi, il faut pas penser et se dire que Zion fait un peu la taille de Draymond, donc ça peut exister. Pour moi, si Zion est un intérieur, c'est un intérieur au maximum de switch en fait, défensivement, mais qui voilà, c'est la différence avec Draymond, c'est que Draymond c'est un intérieur de switch, mais qui en fait n'est pas que ça. Il peut apporter, il peut faire du drop, il peut être et puis il peut être élite en protection de panier. Voilà, c'est l'anomalie, c'est Draymond. Et pour moi, Zion, si c'est un vrai intérieur le meilleur scénario, c'est un intérieur de switch, ok, mais qui ne peut pas t'apporter cette protection de panier dans des schémas de switch. C'est là où Draymond est aussi bon, c'est là où Bam Adebayo est aussi bon, c'est que il peut switcher face au ballon, mais quand il est aussi off-ball, ça peut compenser tel ou tel mismatch qui a été constaté sur le switch dans le périmètre et protéger le panier. Et Zion, c'est pas ça, et je peux comprendre le côté, et je suis d'accord, il y a eu des flashs de protection secondaire, mais c'est toute la différence à mon sens de est-ce que c'est assez bon pour bâtir un schéma là-dessus. Là, j'ai encore des doutes. Est-ce que, enfin, je trouve qu'il y a une différence entre juste être sympathique et être capable de le faire un peu à l'occasion, ou apporter une vraie plus-value, quoi. Si je prends une analogie, tu vois, c'est un peu, est-ce que tu peux, bâtir des schémas avec la protection de panier secondaire de la rim protection d'un Kawhi Leonard, qui est pas mal, mais qui est pas génial en termes de protection de panier pour un poste d'ailier, versus avec un LeBron, quoi. Tu vois, qui LeBron, lui, c'est un vrai dépassement de fonction, et il est pas juste bon, il est génial, et donc Miami a pu bâtir des schémas sur la protection de panier de LeBron à Miami, et de Dwayne Wade aussi, qui étaient géniaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ok, Zion, il peut le faire, mais est-ce que c'est suffisant, une dose suffisante pour que tu te dises ok, on parte là-dessus, et ça peut être une assise assez grande là-dessus? J'ai un peu plus de doutes, j'avoue, quoi. Non, mais clairement, ce sera toujours potentiellement le plus mauvais défenseur de son équipe sur le terrain, mais en tout cas, j'ai l'impression, mais j'ai quand même vu de bonnes choses, alors que au début de saison, c'était vraiment catastrophique. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi, faut jamais un peu, je pense, sous-estimer la capacité de progression, disons, d'un joueur, et aussi que le joueur qu'on a sous les yeux, surtout aussi jeune, n'est pas un produit fini. Et en fait, Zion, je pense qu'on a aussi parfois, on en entend parler depuis tellement longtemps, et on en fait tellement des caisses sur lui, mais en fait, il a que 24 ans, donc il y a encore plein de bonnes choses à aller débloquer, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu pour parler de sa défense pour une fois. Non, mais tu fais bien, et tu vois, moi, j'ai pas de mal à l'imaginer dans un schéma de switch, mais sans que ce soit lui un peu la garantie protection de panier. Oui. Tu vois, si tu le mets, évidemment, mais un mec comme Wendell Carter Jr. par exemple, bon, ok, tu pratiques des schémas en switch, mais c'est pas, je suis un peu plus confiant sur un Carter Jr. pour être un peu le safety derrière, quoi, qui va protéger les switches et les mismatchs de périmètre. Mais si tu me dis, on met un vrai shooter poste 4 et on met Zion, et c'est à lui d'apporter un peu ce surplus de protection de panier pour protéger tes schémas, là j'ai un peu plus de doutes. Mais en même temps,
il faut aussi insister là-dessus. Je pense que c'est pas très grave en fait. Il y a un peu cette idée où ok, la construction d'équipe, elle est compliquée, elle va être compliquée parce que tu peux pas mettre n'importe quel profil. En même temps, t'as pas besoin qu'il soit all defense pour que le joueur en vaille le coup parce qu'il est tellement bon en termes de création offensive. D'ailleurs, je vais pouvoir enchaîner sur l'attaque un peu comme ça on pourra en discuter. Mais voilà, il y a un peu ce truc aussi où bon bah en fait il est tellement bon en attaque que un peu comme toutes les stars offensives, t'as pas besoin non plus que ça devienne un Draymond justement en défense pour que ça vaille le coup en fait. Oui. On est d'accord. Mais alors si on fait un peu le listing, c'est vrai que tu vois, on n'a pas cité mais un Chet Holmgren aussi, ce serait bien avec le côté poste 5, protection de panier et spacing. Bon, Wembanyama aussi, Jaren Jackson, mais bon, on voit bien que c'est que des mecs à contrat-max en fait. Hein. C'est un peu ça le truc. Ou alors même le cran en dessous des Carter Junior. Pourquoi est-ce qu'on te lâcherait un Carter Junior? Est-ce que Miles Turner peut-être, tu vois? Miles Turner, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il doit être échangé. Bon, ce serait pas parfait, mais pourquoi pas, ça peut être un pari intéressant parce que lui, au moins t'auras un spacing, ou alors Kevin Durant, carrément, pour partir dans cette direction. Si Durant est dispo, ça peut se tenter largement, quoi. Mais oui, je suis d'accord que le compromis du joueur qu'est Zion, premièrement, il est compliqué, mais deuxièmement, il vaut le coup. Je pense que c'est un peu ça l'idée aussi, quoi. Mais alors, je peux enchaîner. Et je peux te lancer aussi. Moi, j'avais 17. Ma troisième stat du jour, c'était 17. C'était le nombre de drives de Zion Williamson. Et je peux te lancer directement sans même moi en parler, mais c'est vrai qu'on a affaire sans doute à quelqu'un qui, si on lui donnait les pleins pouvoirs et si on arrivait à l'optimiser, peut être un des meilleurs créateurs d'attaque de NBA, en fait. Et c'est marrant que tu parles des drives parce que j'avais aussi la stat 17 et sur les drives, j'avais aussi la stat 10,2 qui est le nombre de fois où il provoque une faute sur ses drives. Et c'est pas terrible. Enfin, 10,2 c'est bien, mais il est quand même. Je pense que ça pourrait être mieux. Et c'est encore une fois, tu vois, quand tu dis si on lui donnait les pleins pouvoirs, je pense qu'avec un meilleur spacing, le pourcentage enfin le nombre, la fréquence de fois où il va sur la ligne des lancers francs sur ses drives pourrait être encore plus haut parce qu'il le peut. Et sur isolation, par exemple, c'est 22% de ces isolations qui terminent par une faute. Donc en isolation, t'as la partie aussi un peu plus post-up ou les parties où justement il est directement mis sur un mismatch, mais c'est un créateur d'attaque par lui-même. En fait, c'est une sorte de planète à lui-même qui fait que la défense contracte autour de lui, gravite autour de lui pour lui laisser le moins d'espace possible, pas lui laisser prendre de vitesse. Et lui est capable de déjà casser ces murs qui sont mis par la défense. Il est capable de passer, disons, à travers pour créer pour lui-même, ou il est capable de passer au-dessus ou sur les côtés pour faire des passes, parce que c'est pas un excellent passeur, hein, mais c'est un bon passeur. C'est un passeur, ouais, j'ai pas envie de dire sous-estimé parce que c'est vraiment des trucs fourre-tout. Mais je pense que la brutalité de son jeu, disons, est pas forcément toujours bien comprise et c'est pas une brute en fait. C'est un joueur qui a énormément de toucher proche du cercle et qui a un bon handle, qui a un bon passing. Par exemple, je trouve que c'est un meilleur passeur que Giannis. Tu vois, et pourtant il est plus petit, donc il est moins d'envergure, ça pourrait être plus compliqué, mais il a une bonne lecture, il comprend bien, il a été habitué aussi, je pense, à avoir des défenses qui sont contractées autour de lui et pouvoir en profiter. Et ouais, c'est un moteur d'attaque qui est énorme, et en plus ce qui est intéressant, c'est que c'est un moteur d'attaque. C'est rare les moteurs d'attaque qui jouent à l'intérieur. Enfin, on sait toujours pas si c'est un intérieur ou un extérieur, on fait que de... Est-ce qu'il joue vraiment à l'intérieur, justement? Parce que là, on est quand même, j'ai pas dit, 17 drives par match, c'est le 5e plus haut total de NBA. Oui. C'est autour de SGA, Doncic, Trae Young, etc., quoi. Oui, mais tu vois, ce serait marrant de savoir ses drives à lui, où est-ce la distance à laquelle il commence ses drives par rapport au panier comparé aux autres joueurs. Et c'est pas avec toi qu'on avait parlé dans les... Non, c'était avec Baptiste. Alors. Ouais, mais alors on a enregistré ça, avec le match contre Milwaukee. On voit qu'il y a que des pick and roll très 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 serrés. Et la stat, le temps qu'on publie l'épisode, la stat était tombée, tu sais, des caméras de tracking, etc. Justement, c'est le mec dont la distance des pick and roll est la plus proche du panier. Parce que comme tu dis, les pick and roll, il les fait pas à 3 points, il les fait à mi-distance en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois la zoom action dont je parlais tout à l'heure. Zoom action, normalement, c'est un joueur qui part du corner.
Là, il partait de franchement mi-distance entre le corner et le panier pour commencer la zoom action. Ouais. Donc t'as un peu ce truc-là, il navigue un peu entre les deux. Il nous fait un peu genre, c'est difficile, on sait pas trop sur quel pied danser, mais dans tous les cas, c'est un moteur d'attaque assez unique. Et t'as vraiment envie de le foutre dans un espèce de 5-out et de voir à quel point, genre, ça peut être inarrêtable. Et ce que j'aime bien, moi, dans l'action du ghost screen, je trouve que ce qui est assez frappant, c'est que les joueurs qui défendent sur le poseur d'écran fantôme, donc on va dire Trey Murphy, parce que c'est souvent Trey Murphy, en fait, Trey Murphy, il part d'un côté du terrain, il court jusqu'à Zion pour faire un écran qui n'est pas un écran, et en fait, ensuite, il part vers le côté opposé. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre et à visualiser, c'est que le joueur qui défend sur Trey Murphy, une fois que Trey Murphy est arrivé dans la zone de Zion, ce joueur-là reste, et en fait, la menace du drive est tellement menaçante, bon putain ça veut rien dire, mais Zion est tellement menaçant au drive, voilà c'est mieux, que le joueur en fait vient pour aider défensivement le joueur qui défend sur Zion, et c'est là où le décalage se crée. Et en fait t'as un peu ce truc là de Zion et créer de l'attaque de manière organique. En fait par sa simple présence des décalages se créent, parce que tu peux pas le défendre en 1 contre 1 et t'es obligé de sacrifier certaines choses. Et cette année, on a pu en profiter sur 70 matchs et c'est top parce qu'on a pu voir aussi les limites, on a pu voir aussi qu'est-ce qui fonctionne et fonctionne pas bien. Donc c'était super. Donc voilà un petit peu pour parler de l'attaque des Pelicans autour de Zion Williamson. Non, mais effectivement, tu parlais de son profil, c'est aussi pour ça qu'il a été drafté aussi haut et que c'était une telle anomalie du scouting. C'était l'anomalie physico-athlétique, d'abord, avec ce côté puissance et pourtant hyper vif et coordonné et explosif, alors que un mec de ce gabarit, en termes de puissance, il n'est pas comme ça d'habitude, grosso modo, mais en plus toucher de balle et en plus QI basket, quoi, et instinct de passing notamment. Mais c'est en ça que c'était un jackpot, quoi. C'était un truc assez dingue. Et je me souviens à l'époque, c'était genre bon ben voilà, c'est Cole Zwicker qui parlait de ça à l'époque. Il disait bon nous dans le milieu de la draft, on n'en parle plus en fait depuis le mois de décembre, quoi. Enfin on a compris, maintenant on s'intéresse aux autres, c'est une anomalie, même pas besoin d'en rajouter, quoi, sur Zion, quoi. Il était tellement au-dessus du lot. Ouais. Et c'est vrai que c'est peut-être un des joueurs, je trouve, moi un des plus fascinants que j'ai jamais scouté et observé, et je pense un des plus atypiques aussi. Parce qu'en fait il a un profil qui sort vraiment de la norme. Tu vois, beaucoup le prennent pour un intérieur, alors que justement c'est pas trop un intérieur, ni en défense, mais du coup ni en attaque non plus, quoi, parce que il opère beaucoup sur drive en porteur de balle et finalement assez peu aussi sur tout ce qui est justement un peu truc d'intérieur de catch and finish, etc. Mais pourquoi? Mais parce qu'aussi il fait 6-6, quoi. Il fait la taille d'un grand poste 2, quoi. J'exagère à peine, hein. Mais voilà, il a pas cette taille, il a pas cette longueur, il a pas donc il a pas le côté verticalité comme on a dit sur pick and roll. D'ailleurs, très peu utilisé là-dessus. On a dit un 0,3 par match à peine, donc quasiment 0. Donc il a pas un peu ce côté intérieur. C'est vraiment, en fait, c'est un intérieur de périmètre, on pourrait dire. Mais qui en fait, si t'oublies la carrure et le poids d'un vrai poste 4, poste 5, en fait, on a affaire à un extérieur qui sur son style de drive, n'a pas de pull-up, mais peut être un driver assez étonnant. Et tu détailles un peu les trucs tactiques. Tu vois, c'est même pas non plus un mec qui va faire des crossovers de folie, s'arrêter pendant le drive, faire des changements de direction incroyables, partir d'une direction puis une autre, et puis naviguer un peu à la Stephen Curry, Irving, etc. Non, c'est juste, pourquoi les ghost screens sont intéressants, c'est que t'as besoin juste de créer un mini décalage au début, et puis ensuite, lui, avec sa puissance et son centre de gravité très bas, il rentre dans le drive, il est plus bas que l'adversaire, donc il arrive à le dégager du chemin, et puis c'est fait, quoi. Et c'est, en même temps, tu vois, j'avais noté aussi le nombre de drives par match, ok, et ça peut être le moteur d'une attaque géniale. En même temps, l'efficacité est pas top. Je crois que tu parlais aussi il provoque pas tant que ça de fautes sur des drives, en tout cas, mais l'efficacité, il est à 1,15 points par tir sur les tirs en fin de drive. Bon, c'est 24e sur 57. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas l'élite de l'élite, quoi. Ouais, par contre, il manque, tu vois, dans ces stats-là, ce qui est difficile, c'est qu'il manque le nombre de fois où il récupère son propre rebond pour pouvoir la remettre derrière. Exactement, ouais. C'est toujours été une partie un peu de son jeu, c'est ce côté, le second saut, le troisième saut au rebond offensif, quoi. Mais, et là-dessus, j'ai pas trop envie enfin, c'est pas non plus décevant qu'il soit pas genre top 5, top 3 NBA, parce que je pense que l'impact de drive va au-delà de son scoring et son efficacité sur drive, parce qu'il est à ce point dévastateur, en fait, hein, assez clairement. Et puis je pense que
il y a aussi une notion de spacing qui, on a dit, hein, il arrive un peu à bricoler pour autour de lui avec tel ou tel élément tactique, mais je trouve qu'on l'a encore jamais vu sur un vrai spacing optimal. Et je me demande à quel point est-ce que ça pourrait pas aussi le faire un peu augmenter cette efficacité, le fait de, bah ouais, si je joue à côté d'un vrai shooter, ça aide forcément mieux que juste le côté bricolage avec, Valanciunas, un peu zoom action, un peu on t'écarte du panier ou quoi, mais il y a des fois on peut pas, quoi. Et des fois on n'y arrive pas totalement. Donc, voilà, peut-être le spacing pourra aussi aider. Mais ouais, c'est une vraie anomalie et presque le côté profil du joueur, il est assez atypique parce que c'est un peu le Ja Morant des intérieurs, hein, grosso modo, parce que pas de pull-up, mais un tel impact sur drive que ça peut être ta création principale d'attaque, je pense. Après, il faut bien l'entourer en termes de spacing, il faut bien l'entourer en termes de passeur pour ensuite, une fois que le décalage est créé, arriver à l'exploiter. Et puis j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je te laisse la parole. Non, bah c'est sûr, c'est assez atypique et même il a un saut assez horizontal aussi. Il arrive à partir assez loin. Enfin, sa manière de naviguer les espaces est assez unique. Il n'y a pas que le fait que ce soit son buste qui soit hyper large et qu'il ait un physique atypique, c'est même sa manière de se déplacer dans l'espace qui l'est vraiment. Et moi, j'aimerais bien aussi le voir un peu plus optimisé off-ball. Je trouve qu'il y a un peu une valeur à aller gratter là-dessus. Où en fait il peut être, vu qu'il bouge très bien et qu'il peut bouger dans des directions différentes assez rapidement, je pense qu'il y aurait possibilité aussi de punir le manque de mobilité des joueurs qui défendent sur lui encore plus off-ball que on-ball. Et je pense que ce serait potentiellement quelque chose d'intéressant à faire pour aller encore plus chercher de l'efficacité sur son profil, parce qu'on voit qu'il a moins de 50%, enfin ouais, il y a moins de 50% de ses paniers qui sont assistés. Et je pense que ça vaudrait peut-être le coup de pas de lui retirer de la création parce qu'il est mauvais à ça, mais peut-être, ou alors d'augmenter son volume, de lui laisser autant de création, mais de rajouter une couche par-dessus ça de création, enfin de finition, tout simplement. Et je me dis peut-être qu'avec avec les profils de porteurs de balles qui sont en train de foutre autour de lui, ils vont pas avoir trop le choix dans tous les cas de l'utiliser un peu plus comme un finisseur. Et peut-être que du coup des créateurs médiocres avec un finisseur comme Zion vont peut-être, tu vois, être suffisamment bons en tout cas pour avoir une bonne attaque autour de ça, quoi. Ouais. Bon, après, moi c'est là-dessus où bon t'as parlé du pourcentage de paniers assistés, et voilà, c'est encore une fois, c'est encore un indicateur qui dit c'est un extérieur en fait, hein, c'est pas pas trop un pivot ou un intérieur, parce que tu vois même des Embiid ou Jokic qui sont des pivots créateurs, même eux ils flirtent avec les 60-65% de paniers assistés entre guillemets, à peine, enfin plutôt beaucoup de paniers assistés, pardon, parce que dans le lot il y a toujours des catch and finish, il y a des flotteurs dans la raquette après un pick and roll, etc. Et Zion c'est pas ça du tout, c'est vraiment un vrai extérieur, quoi, pour le coup, qui, comme tu dis, mine de rien, pourrait aussi être optimisé sur des cuts, même s'il y a déjà le Zion cut qui a été popularisé par lui, alors qui vient aussi d'un autre joueur à la base, je sais plus exactement lequel, mais c'est un peu le côté où tu sais il part de l'aile et puis il plonge au panier sur une espèce de trajectoire un peu courbée. Pendant que quelqu'un d'autre fait un drive, il fait un cut pour récupérer la balle et en gros arriver lancé et se propulser au panier. Après, bon, je sais que moi c'était là-dessus où j'étais un peu plus bas que la moyenne des observateurs pertinents de draft à l'époque. C'est que tu vois la comparaison avec Giannis par exemple, pour moi il y a des limites un peu de scouting qui font que je pense pas qu'on ait jamais un Zion qui soit le meilleur driver de NBA à ce point implacable. Je pense que le spacing peut encore l'aider à optimiser son efficacité en fin de drive notamment. Et il a du toucher, et puis il attire des fautes, etc. Mais je pense que Giannis, pourquoi est-ce que Giannis est à ce point une anomalie, c'est les centimètres en fait. Et ça, pour le coup, Zion, il a une notion de puissance qui est hyper intéressante, qui est même assez historique par rapport à sa taille. On l'a déjà dit. Mais il y a pas ce côté un peu que Giannis a, où Giannis a les centimètres de taille et de longueur de bras, et où une fois qu'il a développé un peu, il a fait un travail athlétique pour coordonner tout ça. C'était un peu implacable et il a été le driver le plus, et même encore aujourd'hui, un des meilleurs drivers de NBA, un des plus inarrêtables, etc. Je suis pas sûr qu'on ait jamais ce niveau de instoppable avec Zion, parce que il y a peut-être un côté où parfois, paradoxalement, hein, là encore, on parle beaucoup de son explosivité, mais en fait c'est un finisseur plutôt en dessous du niveau du panier en fait, hein, Zion, paradoxalement, alors sauf quand il est en transition, sauf quand il a le temps et l'espace de prendre de l'élan et de décoller à partir de deux appuis.
Mais en fait, si on regarde ses finitions en fin de drive, bah, c'est quelqu'un qui, à partir de un appui, décolle quand même beaucoup moins bien, en fin de drive notamment. Et globalement, c'est un mec qui joue un peu en dessous du niveau du panier. Parce que, voilà, la taille, ça reste la taille, et comme il n'y a pas le bonus d'envergure, bah, il y a ses limites aussi, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'on ait un jour des saisons de type Giannis, tu vois, de genre, je suis le meilleur driver de NBA, d'assez loin où je suis top 2, top 3. Mais je pense quand même qu'on peut faire plus. Ça, on est d'accord qu'on peut totalement faire plus qu'actuellement, quoi. Totalement. Je crois qu'on a... Si, j'avais aussi noté une stat intéressante, shooting foul percentage, 4e de NBA. Voilà, 21% de shooting foul percentage, 4e de NBA. Derrière, justement, Giannis, Jimmy Butler, pardon, j'avais JB sur ma feuille, je me suis dit Jalen Brown, non, ça marche pas. Non, Jimmy Butler, pardon, et Rudy Gobert. Voilà, donc un vrai provocateur de faute, parce que voilà, ce côté, quand il arrive à pleine puissance lancée, souvent c'est compliqué de bien défendre sans faire faute. On peut avancer, quelle est donc ta quatrième stat du jour à nous présenter pour les Pelicans 2024? C'est tadam, je sais pas comment vraiment la présenter, donc je vais dire que c'est 115,9. C'est le point par tir tenté de Brandon Ingram, qui est juste en dessous de la moyenne. La moyenne est à 116. Donc ça lui fait 100 de true shooting plus, mais en réalité c'est plus 99,9 de true shooting plus si on est exact. On va arrondir à 100 parce qu'on n'est pas des relous. Mais sur un si gros usage, c'est une des pires efficacités en fait. Donc moi j'ai pris à la barre des 28% d'usage, qui est un peu pour moi un peu la limite créateur primaire entre guillemets. En tout cas, c'est un peu c'est la marque que j'ai prise. Oui, un gros volume, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, dans les joueurs moins efficaces, on retrouve des Anfernee Simons, Wembanyama, des Dejounte Murray, Cameron Thomas, Jaren Jackson et les Banchero et les Scoot Anderson de ce monde. C'était quoi le deuxième nom que tu nous as dit dans la liste? J'ai dit Anfernee Simons, Wembanyama. Wembanyama, d'accord. Pourquoi? Non, Donc Wembanyama a un gros volume et il est pas efficace, c'est ça? C'est ça. C'est un sacré gros volume, il est sacrément pas efficace. Mais c'est normal, c'est un rookie, tu comprends. C'est le laboratoire. Bien qu'avec l'équipe de France, je sois pas convaincu non plus, mais c'est pas forcément le débat d'aujourd'hui. Donc, restons sur Brandon Ingram, qui en réalité, en carrière, a jamais vraiment été plus efficace que la moyenne. Il l'a été que lors de sa première saison à New Orleans, les 2 premières saisons à New Orleans. Mais mais ça se comprend parce que il a un régime de tir qui est pas du tout rentable entre guillemets. Il prend 20% de ses tirs au cercle, 22% de ses tirs à 3 points et 29% sur des longs mi-distance. Donc c'est probablement le mec qui prend le plus de longs mi-distance de la NBA avec Kevin Durant. Et même s'il est bon là-dedans, donc bon sur les longues distances, c'est être à 47% par exemple pour lui, ça reste moins efficace qu'au cercle ou à 3 points entre guillemets. Et ce qui est assez dommage, c'est qu'il est efficace au cercle cette saison. Il est très efficace, il a 72% au cercle cette saison, mais il y va peu en réalité, et il reste beaucoup dans cette zone du mi-distance, et donc ça fait un porteur de balle qui a un énorme volume, et qui en réalité est peut-être meilleur à la création pour les autres que pour lui-même. Et les actions qu'il finit lui sont pas très efficaces entre guillemets. Et donc c'est un peu un profil bizarre, je trouve, parce qu'en plus je trouve que les actions de son scoring sont très individuelles. Donc tu vois, le flow de l'attaque, je trouve, fonctionne pas toujours très bien quand il est sur le terrain et qu'il enchaîne les isolations. Mais d'un autre côté, c'est un bon créateur pour les autres. Et on a parlé dans un épisode de l'Hebdo, quand on avait fait notre épisode sur les passeurs, on en a parlé de Brandon Ingram aussi. Il a les outils pour être un très bon passeur, il sait le faire. Mais par contre, la création pour lui est assez... Je vais pas dire... Elle est moyenne, voilà. Je pense que c'est un créateur moyen. Est-ce que c'est un bon terme? Oui, d'ailleurs, je crois qu'il a plutôt de bons chiffres en termes de création, tout ce qui est isolation, pick and roll, il est au-dessus de la moyenne. Mais effectivement, il y a un plafond d'efficacité
non pas de sa compétence de mettre les tirs, mais de sa répartition des zones, en fait, hein. C'est très, très basique là-dessus. J'avais noté un peu ça, moi. Mon chiffre sur lui, c'était 2, parce que c'est le deuxième joueur avec la plus grande fréquence de long tir à 2 points. Parce que, évidemment, il y a DeRozan premier, toujours. Ah oui. Et qui a un peu le même dilemme, hein. DeRozan, on le connaît. C'est pareil, hein. C'est-à-dire que, bah oui, pourquoi est-ce qu'il est pas aussi efficace que d'autres? C'est parce que le régime de tir fait que, quand tu prends autant de tirs, même en étant bon dans l'exercice, autant de tirs qui ont une rentabilité très, à ce point basse, comparé au reste des tirs, même si t'es bon là-dedans, bah t'as quand même un manque à gagner, quoi. Et c'est un peu le cas avec Ingram, comme t'as dit, 47% sur les longs tirs à 2 points, c'est très bien, hein. Franchement, c'est très très bien, hein, 47%. À partir de 40%, on se dit, ouais, ça commence à être bien sur les longs tirs à 2 points. Donc 47, c'est vraiment pas mal du tout. Mais, voilà, il y a ce côté-là, les longs tirs à 2 points, c'est 30% de son répertoire. Si on agrandit avec tous les mi-distances, longs tirs à 2 points, ou alors short mi-distance, donc un peu plus dans la raquette, un peu plus proche du panier, mais pas non plus au panier, ça représente 60% de son répertoire. 60% de son répertoire, c'est la mi-distance, alors qu'à peine 20% est au panier et à peine 20% est à 3 points. Donc, effectivement, même si, de facto, il est bon dans à peu près toutes les zones, voire même très bon parfois, mais en fait, il y a un souci il y a un problème mathématique de rentabilité, en fait, hein, et un plafond de verre de part où est-ce qu'il prend les tirs. Parce que, avec exactement la même efficacité, mais en prenant non pas 60%, mais à peine 40% de ses tirs, par exemple, à mi-distance, et le reste, la fréquence, tu la déplaces à 3 points, ou alors au panier, on aurait un mec qui, je pense, serait à 104, 105 de true shooting plus, en fait. Et ce qui serait un score beaucoup plus impressionnant pour son volume, quoi. Et sauf que c'est pas le cas. Et non, quand j'ai dit, quand tu disais, il a été efficace, surtout très efficace quand il arrive à New Orleans, et j'ai dit mais, parce qu'en fait, il y a aussi un phénomène bizarre avec Ingram, qui est qu'il shoot mal une année sur 2. Voilà. Et donc, en l'occurrence, aux Pelicans, la seule fois de sa carrière où il a enchaîné 2 bonnes saisons, c'était 2020. Mais pourquoi il a enchaîné 2? Parce que ensuite, après 2020, il y a eu 2021, l'année où tout le monde a bien shooté. Donc, il a pas fait son truc habituel de 1 sur 2. Le fait qu'il y avait personne dans les salles, il a bien shooté à 3 points en 2021. Mais à part ça, tu vois, tu reprends son truc en carrière. Bon, cette année, 35. L'an dernier, 39. Donc, très bien. On est passé de la moyenne de 35 à l'an dernier, c'était 39. L'année encore avant, c'était 33. Bon, nul. L'année d'encore avant, donc 2021, 38. Ah, super, bien dessus la moyenne. 2020 aussi, 39%. Aux Lakers, 33%. 2019. Tu remontes encore 2018. Ah, 39%. Tu remontes encore son rookie 2017. Ah non, 29%. Enfin bref. On n'arrive pas trop à savoir si Ingram, c'est un bon shooter ou pas. En fait, il fait littéralement 1 an sur 2 à être soit bon, soit en dessous de la moyenne. Mais oui, en fait, c'est ce côté un peu frustrant, peut-être, que tu dis c'est dommage un peu cette répartition de tirs parce que en dehors de ça, il y a la défense assez complète, il y a le passing qui s'est bien développé, dont on a parlé, et il y a même une efficacité dans les zones qui est intéressante. C'est juste que les zones sont mal réparties au final, quoi. Ouais, et off-ball, du coup, à côté de Zion, c'est synergiquement parlant, c'est pas très bon en fait la synergie entre elles. C'est un peu ça aussi le problème un peu structurel d'avoir un joueur comme Brandon Ingram à côté de Zion, c'est que les zones du terrain où on retrouve Ingram, c'est les zones du terrain où on aimerait que Zion soit en mouvement dedans pour accéder au panier. Et vu que c'est pas forcément une menace à 3 points, tu étires pas autant le spacing que tu voudrais. Donc bon, moi j'avoue que le profil d'Ingram à côté de Zion, je suis pas vraiment pour, mais d'un autre côté, je vois pas à côté de qui Brandon Ingram pourrait être un bon joueur. Enfin, aux Warriors, ça pourrait être intéressant. Brandon Ingram aux Warriors, tu vois, je pense que ça pourrait mieux matcher et il y aurait un effet plus, en tout cas, il y aurait un meilleur, ça aurait une bonne influence pour les deux, pour l'équipe et pour le joueur Brandon Ingram. Là, je trouve que ni les Pelicans ni Brandon Ingram bénéficient vraiment de la situation actuelle. Là encore, c'est un joueur que j'avais beaucoup scouté à l'époque et je suis un peu un déçu de Brandon Ingram parce que pour moi, il y a un potentiel pas exploité. Mais en même temps, à quel point il y avait un vrai potentiel ou pas, parce que c'est aussi sa manière de jouer, quoi. Moi, je m'attendais un peu, tu vois, à l'époque, en fait, de sa draft, c'est un peu l'époque où Giannis commence un peu à émerger, tu sais, très grand, très long, athlétique, etc. Et moi, j'ai toujours eu ce truc sans aller jusqu'à Giannis, mais il a tellement ce côté longiligne, extrêmement long, extrêmement grand, et avec du ball handling, que tu te dis, en fait, il suffirait qu'il y ait un peu un travail athlétique qui soit fait, un peu plus d'agressivité, et tu as un truc superbe, quoi. Et bon, je pense pas qu'il ait vraiment ce potentiel parce que c'est pas son jeu, quoi, d'être à ce point agressif, c'est pas son jeu. Il a pas non plus renforcé sa carrure, etc. Mais je pense que sans aller dans cet extrême-là de devenir un Giannis 2.0, mais
il y aurait en tout cas des points à aller gratter parce que tu vois, tu prends l'efficacité sur drive en elle-même, elle est hyper bonne. Il est parmi les gros drivers à plus de 10 par match, il est 14e sur 57. Donc on est quand même plutôt en du classement, 1,20 points par tir sur des drives. Le problème c'est qu'il en fait pas assez quoi. Et ça c'est tu parlais de quel contexte dans quel contexte il pourrait être intéressant. Je sais pas trop, c'est surtout j'aimerais bien comment on dit, j'allais dire remodélisation de son jeu peut-être un peu parce que je comprends ce côté long tir à 2 points mais bon peut-être là encore peut-être que lui aussi dans un meilleur spacing et en étant lui-même plus agressif peut-être qu'on pourrait aller un peu modifier le régime de tir mais c'est vrai qu'actuellement il y a cette frustration de se dire ok le joueur est déjà très bon pour moi le joueur est très bon c'est juste qu'il pourrait être encore meilleur en fait et qu'il suffirait pas de grand chose il suffirait d'arrêter de prendre ces longs tirs à 2 points en tout cas d'en prendre un peu moins et de les garder quand même parce que ça crée une menace hein, mais de dire est-ce qu'on pourrait pas aussi prendre un peu plus de pull-up à 3 points est-ce qu'on pourrait pas un peu insister un peu plus sur le drive quitte à avoir un peu plus de déchets hein, c'est pas grave hein, si tu vois je pense que ce serait plus rentable s'il perdait un peu en efficacité son drive parce qu'il en fait beaucoup plus plutôt qu'actuellement quoi c'est donc ouais c'est joueur très complet je suis un peu parmi les déçus parce que je voyais un potentiel bien plus grand que ça mais voilà il y a aussi cette question de tu dis hein, il est au niveau moyen de NBA en efficacité il peut un peu toucher à tout mais voilà passeur très bon pas transcendant défenseur très bon pas transcendant et on voit qu'actuellement ça traîne un peu au niveau prolongation de contrat quoi parce qu'avec le nouveau CBA on sait qu'il y a des punitions de plus en plus graves et sérieuses si tu dépasses le cap de trop donc les Pelicans pourraient le prolonger hein, en dépassant le cap ça ils ont le droit c'est juste que il y a la question de Ingram fait un peu partie pour moi de ces joueurs où l'ancien CBA on se posait pas la question l'ancien contrat entre syndicat et proprio on se posait pas forcément la question peut-être que là Ingram il fait partie de ces cas où on se dit attends est-ce que vraiment je veux lui donner un méga contrat max ou pas parce que si je le fais bon ok je le garde mais si je le fais ça va être il va être très très payé et même beaucoup payé alors qu'il sera peut-être pas avec cette rentabilité là sportive comparée à d'autres au même tarif donc j'ai l'impression qu'Ingram fait un peu partie de cette tranche de joueurs où c'est plus aussi automatique qu'avant de dire allez tiens bah oui prends ton super max puis c'est plié quoi. Bah oui. Et dans tous les cas, tu peux même te poser la question à quel point tu peux vraiment l'échanger avec le contrat qu'il a actuellement. Est-ce que en fait, il va pas juste partir sans rien quoi. Enfin, est-ce que les Pels n'ont pas rien récupéré d'Ingram? À voir. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent le prolonger, pour ensuite se dire si on a plus d'années de contrat, on pourrait éventuellement l'échanger plutôt que là en fin de contrat. Mais en même temps, tu veux pas non plus le prolonger à n'importe quel prix parce qu'après, voilà, tu peux pas l'échanger quoi. Tu sais, ça me fait penser un peu à Kevin Love à l'époque, qui avait été prolongé alors que LeBron partait, mais un peu ce côté, on te prolonge pour ensuite échanger le contrat. Sauf que voilà, le déclin physique et les blessures avaient fait que non, le contrat était beaucoup trop cher et donc personne n'en voulait finalement. Ça s'est fini par un buyout. Donc l'asset tu l'as perdu. C'est un cas, c'est pas une comparaison de 1 pour 1, c'est pas pareil évidemment. Mais je pense qu'il fait un peu partie de ces joueurs où maintenant on se dit Supermax peut-être pas forcément quoi. Alors qu'avant peut-être il y a 2-3 ans, même 5 ans, c'était un peu plus automatique de dire oui, on le prolonge et puis tant pis quoi. Petite question sur Ingram. Tu penses t'es plutôt Jalen Duran ou plutôt Brandon Ingram si tu devrais en garder un des deux? Je pense Ingram tout de même. Ok. Je pense. Et toi? Aucun des deux. Ouais, peut-être plus Ingram pour le passing. Mais c'est des profils qui sont un peu imparfaits quand même. Où tu te dis, dans l'utilisation, il y aurait quand même plus de valeur à aller chercher. Mais bon, et encore, Jalen Brown a été peut-être mieux utilisé sur la dernière campagne de playoff. Bon, après, c'est peut-être parce que ils ont gagné qu'on a un peu ce biais-là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est des profils qui sont un peu, qui sont difficiles à utiliser, à intégrer dans le collectif, je trouve. Voilà, j'ai juste envie de... Non, mais ils ont beaucoup de défauts, avec un régime de tir compliqué, une efficacité qui est à peine au niveau de la moyenne, malgré un bon volume de points par match. Défense un peu irrégulier selon les cas, mais bon, Brown peut faire peut-être des pics plus élevés, mais avec des irrégularités, alors qu'Ingram c'est peut-être un niveau moyen plus bas, mais au moins un peu tout le temps là, quoi. Solide. Mais le passing, c'est vrai que pour moi fait un peu la différence tout de même, quoi. Avec Ingram. Clairement. Mais c'est pour ça, tu vois, on met pas mal de nuances, et parce qu'il y en a à apporter, mais je pense qu'on a déjà quand même en l'état un joueur très intéressant, quoi. C'est juste que, moi je me dis, on n'est pas loin d'un joueur qui pourrait être passé de 14 sur 20 à 17 sur 20, quoi, je trouve. Et tu vois, j'aimerais bien, imagine, il est échangé à Miami,
et Spoelstra et Pat Riley lui mettent des coups de pied aux fesses, au derrière, pardon, je me suis rattrapé, pour il insiste sur drive, ou alors on le recontextualise, on le force à aller au panier un peu plus, etc. Ça pourrait être intéressant aussi, quoi. Donc voilà pour Ingram, qu'on aime bien, tout de même si le fit, en effet, n'est pas top avec Zion, mais en même temps, personne n'est un bon fit avec Zion. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais dans tes gros volumes pas efficaces, il y en a un qui vient d'arriver aussi, hein, qui fait partie de la liste, mais Dejounte Murray aussi, un peu comme ça. Dejounte Murray, ouais. Fantastique, super idée. Puis si on descend le curseur à 25%, on va retrouver McCollum aussi, donc vraiment, on va passer une super saison. Exactement. Alors moi, ma 4e stat du jour, où est-ce que je vais aller? Je ne sais pas, j'ai dit quand même pas mal de stats déjà, est-ce qu'il m'en reste assez? Je ne sais pas. Je vais dire 2 aussi. C'est le rang de Dyson Daniels au steal percentage en NBA, puisqu'il n'y a que Matisse Thybulle qui a un plus grand steal percentage en NBA. Dyson Daniels est à 2,6% de steal percentage. Et c'est vrai que, bon, il est parti, mais ça fait un peu partie du bilan de la saison qu'on fait, donc on peut en parler. C'est vraiment moi un de mes joueurs chouchous. Je sais que toi aussi. Alors en plus, il rejoint les Hawks qu'on aime bien. Il va faire du bien. Mais pour moi, on a eu une vraie saison, non pas de la révélation, parce que déjà en tant que rookie, il avait été pas mal. En tout cas, on a eu confirmation un peu de ce côté. On a un vrai joueur de rotation NBA pour moi, qui a certains défauts, et c'est un point de bascule évident qui est le shoot et l'attaque, mais qui en fait déjà s'est imposé. Non pas seulement qu'en tant que défenseur du point d'attaque, mais défenseur hyper intelligent, même off-ball, comme on atteste un peu ce steal percentage, où il peut sauter sur les lignes de passe, il peut dévier des ballons face à son attaquant, etc., etc. Mais voilà, une défense collective de très haut niveau, et puis surtout, aussi, un passing qui en fait un défenseur connecteur très intéressant. Ouais, c'est ça. Bah, c'est, deuxième au steal percentage, on peut dire que c'est un aspirateur à ballon. Oui, Dyson Daniels, oui. Voilà. Oui. Non, oui, pardon, je faisais autre chose. Oui, mais... bah après ça, je pense qu'on. Non, je suis déçu. Je croyais que t'es un joueur que j'aimais bien et que tu t'enchaînes pas. Je suis déçu là. Tu me déçois. Ah non, bah totalement. Attends, laisse-moi. Mais en plus, tu vois dans la partie connecteur, c'est il a un aspect assez vertical que moi, j'aimerais bien le voir un peu plus utilisé, peut-être comme poseur d'écran même. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus et potentiellement peut-être qu'ils l'utiliseront comme ça chez les Hawks. Et je trouve qu'il rejoint pas mal aussi ce qu'on a dit sur la défense, tout simplement ce qu'on a sur la défense des Pelicans, c'était un des profils qui leur permettait d'être aussi bon, bah justement à créer des turnovers. Et à quel point ça pourrait manquer. Il jouait quand même 20 minutes par match. Et moi, je trouve que la période où il a été blessé, il y avait, tu sentais que derrière, bah, c'était pas la même qualité. Je pense que, tu vois, il avait pris un peu la place de Najee Marshall, qui a un profil un peu différent, mais qui est sur un poste un peu similaire, où tu peux pas forcément avoir les deux sur le terrain en même temps, ou alors tu sacrifies beaucoup ton spacing. Mais, du coup, eux ont plutôt, gardé, Najee. Non, quoique Najee Marshall aussi est parti. Oui, il est à Dallas, ouais. Eh ouais, putain. C'est con, ça. Ouais, alors Najee Marshall, c'est un cas encore à part parce que lui, il y a qu'un contrat différent du deuxième tour, etc. Donc, Ok. Mais c'était deux joueurs intéressants. Najee Marshall, on en a déjà parlé, je crois, dans un hebdo. Et toi, je sais que t'en as parlé dans la All-Hipster Team, donc on va peut-être pas forcément revenir dessus. Mais c'est vrai que il y a ces joueurs qui sont partis sur les ailes, qui vont potentiellement manquer dans la rotation défensive sur les minutes du banc, en tout cas. Mais un très bon joueur, Dyson Daniels, très bon passeur. Et puis, tu sais, c'est des passeurs avec une grande envergure, donc ils peuvent trouver un petit peu des trajectoires de passe ou des lignes de passe qui sont pas offertes à tout le monde. Donc, non, très, très bon joueur, un petit chouchou. Mais voilà. C'est vrai qu'il est pas trop connu pour un 8e choix de draft au final. Non, en effet, ce que j'allais dire, il est encore très jeune, hein, 21 ans, 8e choix en 2022, et qui a un parcours, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est passé par la Ignite ou alors... Enfin, il a pas fait un cursus classique de NCAA, quoi, je veux dire. Il est australien d'ailleurs, il joue aux Jeux Olympiques avec l'Australie, on l'a vu. Mais non, mais c'est encore extrêmement jeune et drafté très tôt, peut-être pour un côté potentiel. Donc voilà, il y a du talent pur, hein, mine de rien. Il y a ce côté mensuration physique assez impressionnante, intelligence de jeu aussi. Moi, c'est ça que j'avais retenu à l'époque des scouting reports que j'avais regardé. C'est un côté, voilà, il y a le physique, mais il y a aussi il y a l'intellect et le côté cérébral et les instincts naturels pour le jeu.
c'est d'ailleurs ce qu'on voit actuellement avec le steal percentage parmi le meilleur de NBA, un deuxième meilleur de NBA. Ça, c'est purement des instincts, hein, notamment. Mais voilà, le package était aussi intéressant. C'est pour ça qu'il a été drafté aussi haut. C'est pour ça, parce que c'est une alliage un peu de physique et d'intelligence de jeu. Moi, j'avais surtout retenu ça. Mais clairement, je pense que s'il se fait drafter aussi haut, c'est aussi peut-être avec un espoir de développement offensif qui était plus grand que SNMK actuellement. Parce que bon, là pour l'instant, au Pelicans, il a fait 2 années en tant que role player, c'est quoi, 15 minutes, 20 minutes par match. Ensuite, la deuxième année, bon, il sort du banc, il n'a pas encore eu le temps de grandir peut-être, mais je pense que quelque part, on attend peut-être un peu plus en termes de création offensive. On n'a pas drafté juste un mec qui était censé être un 3&D ou un connecteur en top 10, quoi. Mais pour l'instant, j'avoue que le point de bascule minimum pour moi, c'est le jump shot, et ça a pas l'air d'être si évident que ça, au final, ce côté jump shot, parce que tant que t'as pas au moins une menace à 3 points un peu viable en catch and shoot au grand minimum, j'ai du mal à le projeter même en tant que titulaire, quoi. Parce que en général t'as aussi des stars avec des compromis eux-mêmes, hein, on a parlé de Zion, mais bref, c'est assez compliqué quand t'as un profil un peu trop atypique, un peu trop polarisé. Voilà, s'il est que spécialiste défensif, il va rester autour des 20-25 minutes de jeu par match, quoi, je pense. Alors que si l'attaque peut se débloquer, ça, on peut avoir affaire à un titulaire, et je pense que le potentiel de top 10, il est là-dedans. Mais je m'inquiète pas encore, quoi. Tu vois, on a vu, voilà, il est sorti du banc pendant 2 ans dans une équipe qui était compétente. Peut-être que si on l'avait vu à Charlotte ou à Détroit, il aurait eu la place un peu plus de se tester, et il serait à 18 points par match. On aurait dit, ah ouais, cool, créateur, etc. Il a que 21 ans. C'est encore très tôt pour quitter le navire. Et en tout cas, un excellent coup réalisé par Atlanta. Et mine de rien, une perte un peu non négligeable, je trouve, pour les Pelicans. Ouais, totalement. Surtout quand on sait comment la valeur comment ils arrivaient à extirper de la valeur de son profil dans la structure de leur défense. Moi, je me demande, au final, s'il va pouvoir, je sais pas c'est quoi son meilleur rôle. Est-ce que c'est à côté d'un porteur de balle, ou est-ce que c'est plutôt, du coup, en sortie de banc, en étant le porteur de balle? J'ai l'impression que c'est quand même plus un connecteur qu'un... j'ai hâte de voir un peu comment ils vont l'utiliser avec Bogdanovic et Trae Young, en fait. Est-ce qu'il sera plus le relais de l'un ou de l'autre, voir un petit peu comment ils vont compiler les minutes. Ça va être intéressant à suivre. Et là, pour le coup, il y avait la volonté avec Dejounte Murray quand ils l'ont trade les Hawks d'avoir un très bon défenseur à côté de Trae Young pour compenser. Bon, c'est pas vraiment le cas avec Dejounte Murray, et puis les choses fonctionnent pas exactement comme ça. Mais là, pour le coup, tu pourras avoir un très bon défenseur à côté de Trae Young aussi, ou Bogdanovic. Donc ça peut être intéressant aussi comme second porteur de balle, connecteur, et très bon défenseur du point of attack. Bon, on n'est pas là pour faire le bilan de ce trade, mais... Non, oui, c'est vrai. Après, moi, tu me lances, moi, Non, mais c'était pas un reproche, au contraire. C'était pour dire que, en effet, moi, après tout ce qu'on a dit sur le joueur Dyson Daniels, moi, j'étais pas contre. Il avait pas atteint un statut d'intouchable non plus, quoi. Je veux dire, je peux comprendre un peu, peut-être, le côté nuance par rapport au développement offensif qui met un peu de temps, etc. Il était pas intouchable. Mais j'aurais peut-être pas échangé, moi, pour Dejounte Murray. Mais bon, ça, on en parlera dans le bilan 2025, peut-être. On peut avancer. Quelle est donc ta 5e stat du jour à nous proposer pour ces Pelicans 2024? 86,7 et 42, qui sont les stats au lancer franc et à 3 points de Herb Jones. Oh. Et j'ai mis le lancer franc et stats à 3 points parce que pour moi, il y a une idée de peut-être que c'est une surchauffe à 3 points. Mais en carrière, en fait, il a des très bons chiffres en lancer franc. Il est au-dessus des 80%. Et là, le 3 points a enfin un peu rejoint l'indicateur lancer franc en termes d'efficacité. Il était à 27% à 3 points en première saison, 30% la deuxième, et là cette saison il était à 42%. Ah non, j'ai regardé les chutes de fréquence et pas de... Ah oui, il a fait 34 et 42% à 3 points donc sur ces 3 premières saisons, et du coup ça a fait exploser son efficacité. Mais on parle souvent quand il y a un énorme décalage à 3 points si c'est une surchauffe ou pas. Je pense que 42 c'est au-dessus de son niveau,
mais je pense que 34% les années précédentes, c'était en dessous de son niveau. Donc en fait, on est peut-être en présence d'un des meilleurs 3&D de NBA, parce que du coup, c'est clairement un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, sur le ballon et même en aide. Et en plus de ça, on est en présence d'un joueur qui, du coup, est en train de devenir un très bon finisseur avec 110 de true shooting plus. Et on ajoute à ça une capacité de passing quand même qui est pas incroyable, mais qui est pas non plus négligeable, je trouve, pour un profil comme le sien. Et du coup, voilà, c'est un joueur en fait qui est pas seulement une machine à contre et à interception et à highlight défensif, mais un joueur complet en attaque qui semble être exactement le genre de profil qu'il faut à côté de Zion. Tu vois, on disait que Zion c'est compliqué à entourer. Peut-être que Herb Jones c'est genre le joueur parfait à avoir à côté de Zion Williamson pour le coup. Et tu vois, par rapport à Zion, on parlait de ce côté protection de panier secondaire, la différence entre juste faire des flashs sympas ou le vrai dépassement de fonction pour être une pièce de fondation d'élite là-dessus. Herb Jones, il fait partie de ces mecs-là, je pense. Hein. Ouais. En termes de protection de panier pour un poste d'ailier, on est sur un niveau qui, pour le coup, est assez dingue. Et en plus, enfin, il y a même pas tant besoin de développer sur la défense, tellement c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que face au ballon, on a un défenseur, un des plus polyvalents de toute la NBA, je pense, assez facilement. Plus ce volume off-ball de protection au panier, qui est assez dingue, hein, c'est ces rotations au panier. Plus aussi, pas que le volume en termes de protection de panier, donc un peu ce côté vertical, mais aussi le volume un peu horizontal le volume je peux me déplacer d'un côté à l'autre du terrain, faire des close-out gigantesques. Tu sais, il y a eu le fameux highlight là c'était sur Paul George, je crois, non, le close-out qu'il fait sur Paul George, ouais, où Paul George commence à armer le tir à 3 points en plein centre du terrain et il est encore dans la raquette, et puis finalement il arrive à contrer le tir en s'étirant de toute sa longueur. Donc non, défensivement c'est un phénomène absolument incroyable, et c'est vrai que les progrès offensifs font du bien parce que justement on en parlait avec Dyson Daniels d'ailleurs. Ce côté viabilité en attaque permet un peu de t'extirper de ce statut de spécialiste qui ne peut pas avoir de plus grandes ambitions en termes de temps de jeu et de statut. Ben voilà, lui, l'attaque commence un peu à venir. Après, c'est vrai que d'un côté, je pense on a peut-être un peu sous-estimé depuis le début son aspect de toucher de balle, à mon avis, et de jump shot, parce qu'en fait, directement, j'ai l'impression qu'on l'a catégorisé, un peu comme un Tony Allen, justement. Alors que, bah non, c'était quand même pas totalement ça, quoi. Il y a un peu plus, dès le départ, je veux dire, il y a un peu plus que ça. Il y a un peu plus de jump shot, un peu plus de toucher de balle. Donc, premier élément. Et après, deuxièmement, certes, on a ça se concrétise enfin, en tout cas de plus en plus aujourd'hui, 41%. Mais je pense pas qu'on ait encore atteint le statut je suis toujours respecté un peu quoi qu'il se passe, notamment en playoff, quoi. Oui, non, totalement. Mais ça en prend la bonne voie, en tout cas. Ouais. Si le volume suit le pourcentage, et comme son volume a aussi augmenté cette saison, il y a un peu, en tout cas, la voie vers une menace à 3 points et un créateur de spacing est en marche. Et en plus, bah, c'est un joueur qui est capable d'attaquer le close-out et de faire des passes, d'être un peu connecteur, donc à voir. Mais moi j'ai beaucoup aimé sa saison, et je pense que lui et Trey Murphy, c'est vraiment le duo un petit peu parfait à mettre autour de Zion. Ouais. Non mais effectivement le spacing, comme on dit, c'est toujours une affaire d'historique notamment. Donc bah voilà, s'il fait 5 saisons d'affilée à 41% à 3 points sur 5 par match, bah oui, au bout d'un moment, on va se dire attends, en fait, il s'est shooté pour de vrai, quoi. C'est pas c'est pas juste une bonne saison, donc c'est un début, on suivra ça sur du plus long terme. Mais en effet, on a un joueur assez très intéressant. Et d'ailleurs, le lapsus révélateur même au niveau du passing, je trouve que c'est un mec assez intelligent. Alors, pas non plus un passeur créateur ou quoi que ce soit, mais voilà, le extra passe, altruiste, etc., qui pose pas trop de problèmes là-dessus non plus. Donc voilà, vraiment un profil vraiment parfait, qui a déjà 25 ans, si je dis pas de bêtises. Même plus de 25 ans, puisqu'on n'avait pas pu le classer dans notre top 25. Enfin, moi, je l'avais fait dans le mien, mais du coup, alors qu'il était plus vieux. Mais voilà, non, joueur hyper intéressant, qui, je crois, devrait arriver en free agency bientôt. Ou alors, il est déjà passé, je sais plus exactement. Mais je crois qu'il s'était fait drafter au 2e tour, donc free agent avant. Ouais, c'est ça. Donc, il a déjà prolongé. Il est à 12 millions l'an prochain, 13 millions, 14 millions. Pas c'est mal, peut-être un des meilleurs contrats de NBA, je pense. Ouais, je pense, ouais. Herb Jones à ce tarif. Mais ok, alors justement, je peux enchaîner avec ma 5e et dernière stat du jour. Moi, c'était 5,1%. Est-ce que tu sais ce que c'est?
Oh putain, 5,1%. Donne-moi un indice, genre un joueur. Indice, pourcentage de turnover de Trey Murphy. Ah ouais, et du coup, ce serait pas le nombre, enfin, le pourcentage de ballons que Trey Murphy il perd quand il est sur le terrain ou quelque chose comme ça? Non, en fait, j'ai pas donné l'indice, j'ai donné la stat. Mais je sais, mais j'ai... La stat en entier, non, donc 5,1%, c'est donc le pourcentage de turnover de Trey Murphy. Eh bien, figure-toi que c'est le meilleur de NBA. Voilà, très tout simplement. Mais bon, je voulais un peu sortir sa stat un peu en prétexte pour enchaîner et pouvoir parler lui, mais au-delà de ça, il y a un côté très non pas atypique, mais il a un profil particulier et très défini en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui va être un vrai finisseur avec un shooter d'élite, avec en plus des qualités un peu d'explosivité, de tranchant sur drive, où bah si tu fais un close-out, il peut attaquer le panier avec vitesse, vivacité et puis même longueur de bras. Hein, donc il a ses atouts physiques. Donc c'est vraiment le profil un peu parfait à mettre à côté de n'importe qui. C'est le finisseur, ou alors un peu créateur pour lui-même, mais tu vois, globalement, 80% de ses paniers sont assistés. Et je voulais un peu aussi parler de ce pourcentage de turnover parce que d'un côté, c'est l'avantage de ses profils, un peu à la Trey Murphy, un peu à la Norman Powell, un peu ces mecs comme ça, c'est-à-dire très très peu de turnover, donc très propre. Mais il faut aussi avoir conscience que pourquoi est-ce qu'il y a peu de turnover? Bah parce qu'il y a assez peu de passing aussi, quoi. Il fait peu de turnover parce que il prend assez peu de risques, parce qu'il fait assez peu de passes. Donc ça fait aussi partie du package. Mais comme dit, c'était un peu un prétexte pour parler de lui parce que on avait vécu une saison 2023, il avait été très bon. Là, il a commencé l'année un peu plus en difficulté parce que retour de blessure, hein, c'est ça exactement. Donc pas d'entrée de jeu titulaire à gros temps de jeu, mais au final, on voit les chiffres sur l'entièreté de la saison. Il a repris sa place, il a repris son gros temps de jeu, et on a un mec qui, alors pas tout le temps, mais qui a flirté selon les cas avec le statut de titulaire, et qui pour moi est un mec largement titulaire en NBA dans une majorité de contextes, parce qu'il y a ce shoot qui est vraiment, je pense qu'on peut insister, c'est un shooter d'élite. Et encore cette saison, ça se voit peut-être pas forcément dans les chiffres parce qu'il a augmenté son volume de pull-up. Il est passé de 0,6 pull-up par match à 1,7. Du coup, je pense que ça entache potentiellement un petit peu sa réussite à 3 points. Ouais. Bien qu'il ait été efficace sur ses pull-ups. Mais sur le volume de catch and shoot, par contre, c'est un des plus gros de NBA. Je crois qu'ils sont que 4 ou 5 à prendre plus de 6 catch and shoot à 3 points par match. Et Trey Murphy en fait partie, donc on est vraiment sur la crème de la crème du shooter. Après, moi, sur la passe, je sais que toi et même on en avait parlé avec Baptiste, vous êtes assez bas. Pour avoir pas mal regardé, j'ai l'impression qu'il y a un peu de valeur à aller gratter. Et j'ai l'impression qu'ils essayent d'ailleurs un peu de le faire, les Pelicans, cette saison. Tu vois, son ratio de playmaking, il est passé de 0,45 à 0,60. Donc, son volume d'assist par rapport à son usage de manière générale. Et bon, 0,60, c'est pas énorme, mais tu vois, c'est l'équivalent d'un Paul George. Ouais. Donc, on n'est pas non plus sur, c'est pas un profil à la, je sais pas moi, Davis Bertans ou Kristaps Porzingis qui fait vraiment que de la finition. Donc, t'as un petit peu de trucs à aller chercher là-dedans. Et en fait, je pense que la valeur va venir pas parce qu'il est bon à la passe, mais parce que c'est une telle menace sur tir et il est assez explosif et il lit bien le jeu, qui peut faire un peu ses bonnes passes. Et je l'ai vu notamment parfois un peu sur des pin down ou sur des empty side pick and roll, donc des pick and roll qui sont en fait souvent faut qu'il y ait de l'espace. Le but, c'est d'arriver à lui créer de l'espace parce qu'il n'est pas un passeur parfait, mais il y a un peu de valeur à aller chercher là-dedans. Et en plus, vu il finit bien au cercle, je pense qu'il y a un peu plus à aller chercher dans son profil, mais ça reste un finisseur d'élite, un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA. Mais voilà, moi, c'est vraiment un de mes chouchous. Et en plus, je trouve que off-ball, s'il a un tel volume de catch and shoot, c'est parce qu'il bouge très bien, en fait. Il lit très bien. Tu vois, parfois c'est 2 pas sur le côté qui te transforment un tir potentiellement contesté à un tir totalement ouvert sur les moments où il a pas le ballon. C'est une petite chose qu'il fait très bien et voilà, ça en fait un super joueur aux côtés de Zion Williamson aussi. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de préciser que c'est pas un trou noir non plus. C'est pas le non-passeur total, c'est pas le Shabazz Mohamed, c'est pas David Bertans, t'as cité, voilà, c'est pas ça du tout. Et effectivement, voilà, on a affaire à un mec altruiste, en fait, qui, quand il y a l'extra passe, il l'a fait, quand il faut fluidifier le jeu, il peut le faire. Mais
je pense qu'on est encore dans des lectures très basiques et il y a pas de prise de risque. Donc c'est aussi pour ça qu'on a peu de turnover. Il s'aventure pas encore à la création. Mais comme tu dis, c'est pas non plus le trou noir qui va carrément handicaper ton équipe de ce point de vue-là. C'est un mec altruiste qui va pas créer, mais quand il y a la bonne passe à faire, quand il a la bonne action à faire, il la fait. En fait, il fait la passe simple est là, je la fais. Voilà. Donc ça c'est quand même un bon point. Mais pour dire aussi que bon, malgré ça, pour moi c'est un très bon point. Ce côté, oui, non seulement t'es efficace au tir, mais en plus t'as un taux de turnover qui est très très bas. Pour moi, ça rajoute à la valeur parce qu'il y a ce côté propreté et donc valeur ajoutée en fait. Donc il y a ce truc aussi de il y a pas de valeur par rapport au passing. OK, mais en même temps, t'as quelqu'un hyper efficace et qui fait peu de turnover. Donc ça c'est quand même assez génial. Et puis t'en as parlé, le shoot, c'est pas juste un peu du shoot statique, il y a tout ce jeu de poseur d'écran, de ghost screen parfois, d'écran fantôme et donc en plus pick and pop, shoot en mouvement, il pose très très bien ses appuis et voilà, il y a un truc assez intéressant et ce qui donne un joueur qui a pas non plus, je suis pas sûr qu'il ait jamais un plafond extrêmement haut parce que je pense pas qu'il y ait une création de très haut niveau qui vienne. Alors peut-être un peu scoring mais pas non plus de chapeau 1 quoi, je pense pas. Mais ça fait un joueur qui est parfait et qui lui aussi fait partie un peu de cette escouade d'ailiers défensive et offensive qui font du bien et qui sont eux pour le coup des très bons fits à côté de Zion. Donc ça fait du bien. Mais voilà, alors on a fait nos 5 stats chacun. Est-ce qu'il y a des joueurs dont tu voulais parler un peu en bonus en fin d'épisode, des stats que tu avais gardé sous la main? Est-ce que tu veux nous parler de CJ McCollum ou pas? Non, vraiment, sans façon, je te remercie. Par contre, Jordan Hawkins va plus jouer, je pense, l'année prochaine. Ouais. Ça va être intéressant à suivre ce profil-là qui a l'air d'être un shooter d'élite. Lui, pour le coup, il en a juste l'air pour l'instant. Mais de ce que j'ai vu de certains matchs où quand il jouait, il y a vraiment de très bonnes choses à aller chercher. Mais bon, après, il va falloir être capable de rester sur le terrain, notamment à cause de la défense. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est un joueur qui prend 2 tiers de ses tirs à 3 points. Donc quand tu penses aux besoins de spacing des Pelicans, tu dis que potentiellement il y a quelque chose à aller gratter là-dessus. J'ai pas forcément de trucs à dire sur José Alvarado. J'ai pas pris des stats sur les joueurs qui partaient en fait. Donc Larry Nance Jr, j'ai rien, Najee Marshall, j'ai rien. Plutôt t'en avais déjà parlé dans les stats de la saison. Donc à voir. Je sais pas si Kira Lewis va encore chez eux la saison prochaine. J'avais vu 2-3 bonnes choses quand il avait joué, mais bon, il a joué que 105 minutes, ah non, il est parti à Utah depuis. Donc, en fait, il a été échangé à Toronto d'abord, et ensuite, maintenant, il a été récupéré par Utah. C'est vrai. En fait, il s'est fait, il s'est fait salary dump, il s'est fait clairement, dans le trade, je crois que c'est Siakam Bruce Brown, je crois. Et les Pelicans s'étaient rajoutés dans le lot pour dire, tiens, prenez Kira Lewis. Oui, d'ailleurs, s'il vous plaît. C'est un move financier. Et non, Kira Lewis, lui aussi, un ancien 13e choix de la draft 2020, donc drafté assez tôt, mais qui a un peu tardé, qui a jamais vraiment montré grand chose. Je pense qu'on peut le dire, à part un peu en saison rookie, mais parce qu'il avait un peu de place, mais voilà, peut-être un peu parmi les déceptions, tout de même, Kira Lewis. Non, alors, pour le coup, pour de vrai, parler de McCollum en 2 mots, tout de même dire qu'on a retrouvé le vrai McCollum. Alors, le vrai McCollum n'est pas un joueur que je trouve si excellentime que ça, mais en fait il sortait quand même une saison 2023 assez mauvaise, même très très mauvaise, avec un trou d'efficacité, un trou d'air assez enfin une vraie anomalie pour le coup, c'est-à-dire qu'il était à moins 7% d'efficacité par rapport à la moyenne, 93 de true shooting plus, moins 7%, ce qui est voilà une vraie anomalie pour lui, et ça va mieux. Voilà, on est de retour à un mec qui est au niveau de la moyenne même un peu plus, 103 donc 102 pardon, plus 2%. Donc un peu ses standards habituels pour un gros volume, avec efficacité, pas tant que ça de drive, je crois qu'il est parmi les pires de NBA en drive encore, mais c'est normal, c'est pas trop son jeu, en plus il vieillit. Mais le shoot est revenu, le jump shot est là, la création un peu secondaire au passing, elle est là aussi. Voilà, c'est un joueur très sympa et qui, il fallait quand même noter dans ce bilan 2024, je trouve que voilà, on n'avait pas eu un déclin l'an dernier, c'était juste une anomalie. Donc à noter tout de même que on est de retour avec un vrai CJ McCollum, c'est tout de même ça. J'ai une petite anomalie statistique sur McCollum qui est assez drôle. Je crois que j'en avais fait un quiz dans le Discord il y a longtemps. C'est peut-être le seul joueur de l'histoire qui a des saisons au pourcentage de lancers francs en dessous de 70% et aussi au-dessus de 90%. C'est quand même assez ouf il a une saison à genre, je sais pas, 67% au lancer franc. Et sa 4e saison en NBA, il est à 91% au lancer franc, ce qui est en plus le meilleur pourcentage sur la saison. Ouais, mais attends, sur quoi comme échantillon? Est-ce que les saisons à 67%, c'est sur genre 20 tentatives ou pas?
Bah non, il y en a une à 68%, il a joué 62 matchs. Donc tu vois, à mon avis, il y a pas si peu de tentatives que ça. Et même sur les premières saisons, il joue 38 et 62 matchs. Donc même si c'est pas beaucoup, ça reste quand même sacrément différent de sa 4e saison où il était à 91. Quand même fou. Ouais. Oui, tout à fait. Après, tu vois, c'est pareil. Lui, c'est aussi un joueur à compromis de par la rentabilité de le régime de tir, la défense, etc. Et en fait, c'est pour conclure, mais c'est pas que c'est des mauvais joueurs, hein, tu vois, Ingram, McCollum, Valanciunas, c'est pas que c'est mauvais. Et si tu dis, si on est un peu critique, il y en a qui pourraient dire, bah oui, mais attends, ils sont quand même bons, tu vois, comparé à 0, c'est bon. Mais en fait, il faut pas comparer à 0, il faut comparer aussi c'est un environnement compétitif. Et tu dis, bah, à quel point est-ce que McCollum est au-dessus en toute la moyenne des postes de titulaires NBA? À quel point est-ce que Ingram aussi? À quel point, si tu fais un ensemble, du coup, à quel point un peu ce trio, un peu Valanciunas, McCollum, Ingram, par rapport, non pas à 0, mais par rapport à la moyenne NBA des équipes compétitives, à quel point c'est bon ou pas, quoi. Je pense que c'est un peu plus comme ça qu'il faut voir les choses, plutôt que de dire, mais attendez, c'est quand même un mec qui a 20 points par match, qui a du passing, et donc, bah voilà, comparé à 0, il y a quand même ce surplus. Oui, ça c'est vrai, mais le but c'est pas de le comparer avec le role player qui joue à Détroit en tant que 14e homme de la rotation, quoi. Non, mais je caricature un peu exprès, mais pour moi il y a un peu ce côté ambition que tu dois avoir et que tu peux avoir, surtout avec Zion quand il est pas blessé, même si là encore c'est un autre aspect. Mais pour moi il y a, enfin quand tu recherches un peu le côté on veut être une équipe d'élite, il y a aussi ce constat à faire et là encore, pour ouvrir un peu sur 2025, bah, l'arrivée des jeunes Temeré, on n'est pas totalement conquis, on verra comment ça va se concrétiser, mais je trouve qu'on est toujours un peu dans cette construction d'équipe un peu ambiguë entre les deux, quoi. En effet, comme on a déjà parlé, donc voilà. Eh bien, on a fait un beau petit tour. Naji Marshall, bon, on n'a pas trop parlé, mais c'est effectivement un 3&D, un ailier, enfin 3&D. Il y a la question du shoot, hein, toujours, mais lui aussi a fait partie de cette rotation densité DL, mais pas plus à dire. Et puis je regarde, j'espère qu'on n'oublie personne dans ce bilan. Non, je pense que ça y est. Si. José Alvarado, on l'a pas fait, mais je sais pas. Non, qui a été pas mal blessé cette année, je crois en plus. Alvarado, 56 matchs, il a manqué pas mal de temps. Non, Matt Ryan aussi, qui a fait une 30aine de matchs, spécialiste du shoot. Et puis non, Jeremiah Robinson Earl aussi, que moi j'aime bien, qui était un ancien de Villanova. Donc il va peut-être à l'Onyx d'ailleurs, un ancien d'OKC, pivot polyvalent, on va dire, génial nulle part, mais un peu le alors fort du pauvre, un peu, c'est un peu le profil, mais que j'aime bien. Voilà. Wendell Carter Jr. du pauvre, du coup. Plutôt, ouais, c'est ça. C'est alors fort du très pauvre, donc Wendell Carter Jr. du pauvre. Mais on va s'arrêter avant de commencer à parler de Jalen Crutcher, que je ne connais pas, qui a fait un match apparemment. Ah si, E.J. Liddell, qui a été coupé alors qu'il était plutôt bon sur Drive. Voilà. Vu qu'on a fait des jeux de mots pourris, il fallait le faire celui-là aussi. Il fallait finir. En tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur Basket Lab. Eh ben, avec grand plaisir, et on se retrouve, je sais pas, peut-être bientôt, du coup, mais peut-être ailleurs, en fait. Je sais pas, je sais pas quand l'épisode va sortir, donc je sais pas pourquoi je fais un instant promo d'un truc qui sortira après. Le 5 décembre. Le 5 décembre. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici pour les Pelicans. Nos amis les Pelicans, c'est une équipe qu'on aime bien et qui en même temps, vous voyez aussi que on l'a bien développé, hein, il y a pas mal de petits défauts, ce qui fait donc notre 20e épisode sur 30 sur nos bilans 2024. C'était pas le projet de faire 30 en 30 jours, je pensais arriver à caler d'autres podcasts et puis finalement on a pris le rythme, hein, très, très simplement, un par jour, je me suis tenu à ça, et puis comme ça on va dérouler jusqu'au 22 août normalement, et puis ce sera fini. Après on fera d'autres podcasts. J'espère que ça vous plaît, ce marathon, que vous écoutez les équipes dont vous avez envie d'entendre parler, et pas forcément toutes évidemment. Et donc, nous, pour la prochaine fois, on va rester à l'ouest, et on va faire le bilan des LA Clippers la prochaine fois. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.